Le cheval gémissait sous le fouet du contremaître, jusqu'à ce qu'un garçon sale et essoufflé apparaisse entre les clôtures. Lorsqu'ils se sont regardés, personne n'a rien compris. L'aube se levait timidement sur Caen, baignant les ruines reconstruites dans une lumière grise et froide. Dans un vieux grenier abandonné aux abords de la ville, Émile Rousseau ouvrit lentement les yeux. Le garçon de 11 ans resta quelques instants immobile sur son lit de paille, observant les rayons pâles qui filtraient à travers les planches disjointes du toit. Sa respiration formait de petits nuages dans l'air glacial de ce matin de mars 1947. « Les grandes douleurs sont muettes », murmura-t-il en se redressant, récitant Victor Hugo comme on récite une prière. « Les grands chagrins sont silencieux. » Le garçon maigre aux cheveux sombres et aux yeux d'un bleu profond enfila son manteau rapiécé, glissa soigneusement un petit livre usé dans sa manche et passa ses doigts sur le médaillon qu'il portait toujours autour du cou, la seule photographie qui lui restait de ses parents, disparus dans les bombardements de 44. En sortant du grenier, Émile salua les 3 chats errants qui partageaient parfois son abri. « À ce soir, mes amis. Avec un peu de chance, j'apporterai quelque chose pour nous tous. » Le marché central s'éveillait progressivement. Les commerçants installaient leurs étals, déchargeant leurs marchandises des charrettes tirées par des chevaux patients. Émile se faufila entre eux, invisible comme seuls savent l'être les enfants des rues. « Ah, te voilà, petit !» s'exclama Henri, le vieux fromager au visage tanné comme du cuir ancien. « J'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer l'écurie de Margot ce matin. 3 sous si c'est bien fait. » Émile hocha la tête sans un mot et se dirigea vers l'arrière de l'étal. La jument grise d'Henri, Margot, hennit doucement en le reconnaissant. Le garçon caressa son museau avec une tendresse particulière. « Bonjour, ma belle », chuchota-t-il. « Comment vont tes jambes aujourd'hui ?» Tout en nettoyant la petite stalle, Émile parlait à voix basse à la jument, qui semblait boire ses paroles, les oreilles dressées attentivement. Il lui racontait les rêves qu'il avait faits cette nuit, des souvenirs d'avant la guerre, quand son père lui lisait des poèmes et que sa mère jouait du violon près de la cheminée. « Regarde-le », dit Henri à un autre commerçant qui passait, le petit Feiticeiro. C'est comme s'il parlait leur langue. « Il a un don, c'est sûr », acquiesça l'autre homme. « Même ce vieux fou de Blanchot laisse ce gamin approcher son étalon. Tu sais, celui qui a mordu l'apprenti boucher le mois dernier ?» Émile termina son travail en silence, accepta ses 3 sous et un morceau de fromage qu'Henri lui glissa discrètement, puis continua sa tournée des écuries du marché. Vers midi, ses poches contenaient une 12aine de sous et son estomac un peu de pain et de fromage. Une bonne journée, selon ses critères. À quelques kilomètres de là, dans le domaine des vinicultures Beaumont, une scène bien différente se déroulait. Laurent Beaumont, industriel enrichi par la reconstruction de la Normandie, contemplait avec satisfaction sa dernière acquisition, un magnifique percheron noir nommé Tonnerre. « Ce cheval a coûté plus cher que vos salaires réunis pour 10 ans, lança-t-il à ses employés rassemblés. « Lorsque j'aurai dompté ce démon, je serai la sensation de tous les cercles équestres de France. » Jacques Mercier, le contremaître, s'approcha prudemment de son patron. « Monsieur, si je peux me permettre, ce cheval a déjà envoyé 3 dresseurs à l'hôpital. Le vendeur a dit qu'il est devenu fou après avoir été pris sous les décombres lors d'un bombardement à Paris. Superstition !» trancha Beaumont avec un geste dédaigneux. « Tout animal peut être brisé avec assez de fermeté. N'est-ce pas pourquoi j'ai acheté cette bête à moitié prix ? Préparez-le pour une séance de dressage cet après-midi. » En début d'après-midi, Émile quitta le marché, son travail terminé pour la journée. Au lieu de retourner directement vers son grenier, il prit un chemin détourné qui longeait les propriétés Beaumont. Il aimait observer de loin les vignes bien ordonnées et s'imaginer parfois comment serait la vie dans une de ces grandes maisons aux toits d'ardoise. Alors qu'il marchait le long d'un sentier boueux, un bruit attira son attention. Le claquement sec d'un fouet, suivi d'un hennissement de douleur qui lui glaça le sang. Sans réfléchir, Émile quitta le sentier et se dirigea vers les sons. Il escalada silencieusement une clôture en bois poli et se glissa entre les buissons jusqu'à avoir une vue dégagée sur un manège circulaire. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Au centre du manège, attaché à un poteau, se tenait le plus grand cheval qu'il ait jamais vu. Un percheron noir à la robe luisante, malgré la sueur qui la trempait.
Face à lui, Jacques Mercier, le visage déformé par la colère, faisait claquer un long fouet sur les flancs de l'animal qui se cabrait furieusement. « Tu apprendras à obéir, sale bête du diable !» criait Mercier, tandis que plusieurs palefreniers observèrent la scène avec un mélange de crainte et de résignation. Émile sentit quelque chose se briser en lui. Sans réfléchir aux conséquences, il bondit de sa cachette et courut jusqu'au centre du manège, se plaçant entre le fouet levé et le cheval ensanglanté. « Arrêtez! Vous lui faites mal !» cria-t-il, les bras écartés comme pour protéger l'immense animal qui soufflait bruyamment derrière lui. Mercier s'immobilisa, stupéfait par cette apparition soudaine, avant que son expression ne se transforme en une fureur encore plus grande. « Qui es-tu, morveux, pour interrompre mon travail? Dégage d'ici avant que je ne t'administre aussi quelques coups. » Mais Émile ne bougea pas. Au lieu de cela, il se tourna lentement vers le cheval blessé, ses yeux rencontrant ceux de l'animal. Ce fut un moment que tous les présents se rappelleraient plus tard. Le temps sembla se suspendre lorsque le garçon maigre et déguenillé fixa le gigantesque cheval noir. Tonnerre, qui quelques secondes auparavant se débattait violemment, devint complètement immobile, ses yeux rivés sur ceux du garçon. « Mon Dieu !» murmura l'un des palefreniers, faisant le signe de croix. Le cheval qui avait tenté de mordre quiconque s'approchait de lui ces derniers mois restait maintenant parfaitement calme, les narines dilatées, respirant profondément tout en soutenant le regard du garçon. C'était comme s'il reconnaissait dans ses yeux bleus quelque chose de familier. Peut-être la même douleur, le même abandon, la même peur transformée en méfiance qui habitait son propre être équin. Que se passe-t-il ici? La voix autoritaire de Laurent Beaumont rompit le silence, alors qu'il s'approchait à grands pas. « Monsieur, ce garçon a pénétré dans votre propriété », s'empressa d'expliquer Mercier, baissant son fouet. Beaumont regarda avec mépris le garçon en haillons, puis son précieux cheval, qui, inexplicablement, demeurait calme. « Comment t'appelles-tu, garçon ?» demanda-t-il d'une voix froide. « Émile Rousseau, monsieur », répondit le garçon sans détacher son regard du cheval. « Eh bien, Émile Rousseau, » prononça Beaumont avec dédain, « tu es en train de violer une propriété privée. Cet animal vaut plus que toutes les maisons de ton quartier misérable réunies. Retire-toi immédiatement ou j'appellerai la police. » Émile hésita, mais chuchota ensuite quelque chose au cheval, avant de s'éloigner lentement, marchant à reculons. À l'étonnement général, Tonnerre suivit le garçon du regard jusqu'à ce qu'il quitte le manège. Alors qu'Émile atteignait presque la clôture, prêt à s'échapper, il entendit un long hennissement profond, un son qui ne semblait pas exprimer la colère, mais presque une lamentation. En se retournant, il vit le majestueux animal noir qui tentait de le suivre, les cordes tendues au maximum. Un des plus jeunes palefreniers s'approcha de Mercier et murmura « Vous avez vu ça, monsieur? C'est la première fois que cette bête ne tente pas de tuer quelqu'un qui s'approche. Tais-toi, siffla Mercier, jetant un regard nerveux vers Beaumont. Ce n'est qu'une coïncidence. L'animal était simplement fatigué. Mais même Beaumont, malgré son arrogance, semblait troublé par ce qu'il venait de voir. Il observa longuement le percheron qui fixait toujours l'endroit où le garçon avait disparu, puis se tourna vers Mercier. « Doublez les séances de dressage, » ordonna-t-il sèchement. « Je veux ce cheval obéissant pour la fête du cheval, quoi qu'il en coûte. » Cette nuit-là, allongé sur sa paille, Émile ne put trouver le sommeil. L'image du magnifique percheron aux yeux emplis de douleur le hantait. Il revoyait les cicatrices mal guéries sur ses flancs, les marques de sangles trop serrées, la peur et la rage qui avaient fait place à une reconnaissance silencieuse lorsque leurs regards s'étaient croisés. « Il comprend », murmura Émile au chat blotti contre lui pour se réchauffer. « Il a été brisé, comme moi. Il n'est pas méchant, il a peur. » Le garçon sortit son livre usé de poèmes et l'ouvrit à la lueur de la lune qui filtrait par une fente du toit. Les vers de Victor Hugo semblaient prendre un sens nouveau ce soir-là. Les animaux sont nos frères souffrants. Ils naissent comme nous, de la même nature, soumis aux mêmes lois, promis au même sort. À des kilomètres de là, dans son luxueux box des écuries Beaumont, Tonnerre restait étrangement éveillé, les oreilles dressées comme s'il écoutait un son lointain, les yeux fixés dans la direction qu'avait prise le garçon aux yeux bleus.
le premier humain depuis le bombardement qui avait parlé à son âme et non à sa peur. « Je reviendrai », promit Émile dans un murmure que seul le vent et peut-être le cheval purent entendre, tandis que le majestueux percheron noir tentait désespérément de rompre ses attaches pour suivre le garçon qui, d'une manière inexplicable, avait touché son âme blessée. Les jours suivants, les mots d'Émile flottèrent dans l'air comme une promesse, que même le vent semblait porter jusqu'aux écuries Beaumont. L'image du percheron noir hantait ses pensées, sa détresse résonnant en lui comme un écho de sa propre souffrance. L'aube n'était encore qu'une pâle suggestion à l'horizon lorsqu'Émile quitta son grenier, 3 jours après sa rencontre avec Tonnerre. Enveloppé dans son manteau élimé, il se glissa entre les ombres de camps qui s'éveillaient à peine. Le garçon contourna prudemment les vignobles Beaumont, repérant les points faibles dans la clôture arrière qu'il avait observée lors de ses passages précédents. Une ouverture entre 2 planches mal jointes lui permit de se faufiler dans la propriété. Le cœur battant, il s'accroupit derrière un buisson, écoutant. Seul le chant matinal des oiseaux troublait le silence. Les ouvriers n'arriveraient pas avant 1 heure au moins. Émile s'approcha des écuries comme une ombre, ses pas à peine audibles sur le gravier soigneusement ratissé. L'odeur familière du foin frais et du cuir mêlé à sel, plus forte, des chevaux l'accueillit lorsqu'il se glissa par la porte entr'ouverte. Il repéra immédiatement le box de Tonnerre, plus grand que les autres, avec des barreaux renforcés et un écriteau avertissant « Danger, animal agressif ». Le percheron noir se tenait immobile au fond de son box, sa silhouette majestueuse se détachant dans la pénombre. Émile s'arrêta à bonne distance, s'asseyant silencieusement sur une botte de foin. De sa poche, il sortit une pomme rouge qu'il avait gardée de la veille, une friandise qu'il s'était refusé pour l'apporter à l'animal. Il la déposa doucement sur le sol, à mi-chemin entre lui et le box. « Bonjour, Tonnerre », murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Je m'appelle Émile. Je ne te veux aucun mal. » Le cheval dressa les oreilles, mais resta immobile, méfiant. Ses flancs portaient encore les marques rouges du fouet de Mercier. Émile sortit de sa manche le livre usé de poèmes de Victor Hugo et l'ouvrit délicatement. La lumière matinale qui filtrait par les lucarnes était suffisante pour lui permettre de lire. « Je vais te lire quelque chose », chuchota-t-il. « Mon père disait que les mots sont des caresses pour l'âme. » Sa voix douce s'éleva dans l'écurie silencieuse tandis qu'il récitait « Les grandes pensées viennent du cœur et les grandes affections viennent de Dieu. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. » Tonnerre ne bougea pas, mais ses oreilles restèrent pointées vers Émile, suivant chaque syllabe. Pendant près d'1 demi-heure, le garçon lut à voix basse, respectant toujours la même distance. Puis, sans tenter de s'approcher davantage, il referma son livre. « Je reviendrai demain », promit-il en se levant lentement. « Garde ta force, mon ami. » Il laissa la pomme où il l'avait posée et quitta l'écurie aussi discrètement qu'il était venu. Le lendemain, avant même que le coq de la ferme voisine n'ait chanté, Émile était de retour. Cette fois, il avait apporté une poignée d'avoine subtilisée au marché. Il remarqua immédiatement que la pomme avait disparu. « Tu as donc mangé mon cadeau », murmura-t-il avec un léger sourire, déposant l'avoine à la même place. Jour après jour, Émile maintint ce rituel immuable. Arrivé avant l'aube, déposer une petite offrande, pomme, avoine ou brin de lavande sauvage cueilli sur le chemin, puis s'asseoir à distance respectueuse pour lire des poèmes pendant 1 demi-heure exactement. Le 5e jour, alors qu'il refermait son livre et se préparait à partir, un mouvement attira son attention. Tonnerre s'était approché de la grille de son box, tendant son immense encolure dans sa direction. Le garçon s'immobilisa, retenant son souffle. C'était la première fois que le cheval manifestait un intérêt volontaire envers lui. « À demain, mon ami », chuchota Émile, le cœur battant d'émotion. Il aurait juré voir le cheval incliner légèrement la tête avant qu'il ne s'éloigne. Le 8e jour de ses visites, Émile était si absorbé par sa lecture qu'il ne remarqua pas immédiatement la silhouette qui s'était glissée dans l'écurie. Ce fut une exclamation étouffée qui le fit sursauter. Jésus, Marie, Joseph. Madame Clémence, la vieille cuisinière du domaine Beaumont,
se tenait dans l'encadrement de la porte, un panier d'herbes fraîches à la main, ses yeux écarquillés fixés sur le garçon assis tranquillement à quelques mètres du cheval redouté de tous. « Mon petit, tu as perdu la raison ?» murmura-t-elle, figée de stupeur. « Cette bête a déjà envoyé 3 hommes à l'hôpital. » Émile se leva d'un bond, prêt à s'enfuir, mais à la surprise des deux, Tonnerre émit un hennissement sonore, comme pour protester. Le bruit attira Auguste, le vieux palefrenier, qui resta bouche bée devant la scène. « Ce n'est pas possible. C'est bien le même cheval ?» marmonna-t-il en s'approchant prudemment. Madame Clémence observa en silence pendant quelques instants l'interaction entre le garçon et l'animal, puis son expression passa de la peur à une curiosité émue. Au lieu de le dénoncer, elle invita Émile à la suivre dans la cuisine. « Viens prendre un chocolat chaud avant de partir », dit-elle en lui faisant signe. « Tu as l'air gelé jusqu'aux os, mon pauvre. » Dans la chaleur de la cuisine rustique, Émile se retrouva devant une tasse fumante et un morceau généreux de pain tartiné de beurre frais, le meilleur petit déjeuner qu'il eût connu depuis des mois. « Comment fais-tu » demanda Madame Clémence en s'asseyant face à lui. « Pour qu'il ne te morde pas la main ? Je ne fais rien de spécial, » répondit timidement le garçon. « Je lui parle, c'est tout, et je ne lui demande jamais ce qu'il ne veut pas donner. » Auguste, qui les avait rejoints dans la cuisine, secoua la tête avec admiration. « Je m'occupe de chevaux depuis 50 ans et je n'ai jamais vu ça. Cet animal n'est que feu et terreur depuis l'accident à Paris. On raconte qu'il a été écrasé sous des décombres pendant un bombardement, piégé pendant des heures alors que son maître mourait à ses côtés. Il n'a plus jamais fait confiance aux humains après ça. » Et l'expression d'Émile changea en entendant ces mots. « Il n'est pas violent, dit-il avec conviction. Il a peur, et il souffre. Ses pattes arrière ont des cicatrices mal soignées. » Auguste hocha la tête, pensif. « Je l'ai remarqué aussi, mais personne ne peut l'approcher assez pour le soigner. » Dans les jours qui suivirent, une conspiration silencieuse se forma entre les employés du domaine Beaumont. Madame Clémence laissait désormais la porte arrière de la cuisine déverrouillée et un petit paquet contenant du pain et du fromage à l'intention d'Émile. Auguste oubliait de fermer l'écurie et parfois déposait des herbes médicinales près du box de Tonnerre, herbes qui, mystérieusement, se retrouvaient appliquées sur les cicatrices de l'animal. « Le petit a un don », confiait Auguste aux autres palefreniers. « Vous avez vu comme la bête attend chaque matin près de la grille ? Il surveille la porte comme s'il savait que le garçon va venir. » Pendant ce temps, Laurent Beaumont s'impatientait de plus en plus du manque de progrès dans la domestication de son précieux investissement. « Cela fait presque 2 mois, Mercier, » vociféra-t-il lors d'une inspection matinale. « Je vous paie pour dompter cet animal, pas pour le nourrir comme un animal de compagnie inutile. »« Monsieur, nous avons essayé toutes les méthodes conventionnelles, » expliqua le contremaître, gardant une distance prudente du box. « Mais ce cheval, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Peut-être devrions-nous envisager de le vendre pour l'abattage. »« Absurde !» interrompit Beaumont. « J'ai payé une fortune pour ce cheval. Il sera dompté, même si nous devons faire venir le meilleur dresseur de France. » Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est qu'à chaque matin, Émile avançait de quelques millimètres dans son approche de Tonnerre. Le progrès était presque imperceptible pour des yeux non avertis, mais les travailleurs de l'écurie remarquaient les changements subtils. Le cheval mangeait maintenant régulièrement. Ses hennissements agressifs avaient cessé, et il attendait patiemment près des barreaux de son box aux premières heures du matin. Par un matin pluvieux de mai, alors que les cloches de la cathédrale Saint-Pierre résonnaient au loin, se produisit le moment que Madame Clémence décrirait plus tard comme un miracle de la Sainte Vierge. Émile, trempé par la pluie, entra dans l'écurie avec une pomme particulièrement rouge et brillante. Au lieu de la déposer sur le sol comme d'habitude, il tendit timidement sa main ouverte vers la grille. Le temps sembla s'arrêter. Auguste, qui feignait de balayer le couloir, retint son souffle. Tonnerre fixa la main tendue, puis les yeux d'Émile. Et alors, avec une délicatesse impossible pour sa taille imposante, il tendit son cou et prit doucement la pomme dans la paume du garçon, ses lèvres effleurant légèrement les doigts calleux de l'enfant. Auguste laissa tomber son balai. Madame Clémence, qui espionnait par la fenêtre de l'écurie, fit plusieurs fois le signe de croix. « Mon Dieu !» murmura le vieux palefrenier.
des larmes inattendues perlant dans ses yeux ridés. Plus surprenant encore fut ce qui se passa ensuite. Après avoir mangé la pomme, Tonnerre baissa son énorme tête noire et l'appuya contre la grille, comme pour demander quelque chose. Émile, suivant son instinct, tendit sa main tremblante et toucha légèrement le museau de l'animal. Le cheval ne recula pas. Au contraire, il ferma partiellement les yeux, comme si ce contact apportait un profond soulagement. La nouvelle se répandit rapidement parmi les employés du domaine. L'orphelin des rues avait accompli l'impossible. Certains venaient discrètement à l'écurie juste pour voir le garçon en haillons assis dans la paille à côté du box, lisant des poésies au redoutable percheron qui l'écoutait maintenant avec une attention presque humaine. « C'est comme s'ils se comprenaient », commenta Marie, l'une des servantes, après avoir observé Émile montrant à Tonnerre comment tendre la patte pour le saluer. Un tour qu'aucun dresseur professionnel n'avait réussi à lui enseigner. Lorsque le père Thibault, qui visitait la propriété pour bénir les nouvelles plantations, fut témoin du garçon conduisant l'immense cheval noir à travers la cour intérieure, avec seulement des touches douces et des mots gentils, il déclara « Il y a quelque chose de divin dans cette connexion. Le garçon a le don de Saint François. » Laurent Beaumont, cependant, ne partageait pas cet enchantement lorsqu'il découvrit finalement les visites clandestines d'Émile. Revenant inopinément d'un voyage à Paris, il trouva une petite foule d'employés réunis dans l'écurie, observant avec émerveillement comment le garçon montrait que Tonnerre acceptait désormais un léger licol, sans aucune résistance. « Que signifie ceci » tonna Beaumont, dispersant rapidement les spectateurs. « Un vagabond, un petit voleur des rues, posant ses mains sur mon animal de race pure ?» Émile se figea, mais garda fermement sa main sur l'encolure de Tonnerre, qui perçut immédiatement la tension et commença à s'agiter. « Monsieur Beaumont, » intervint courageusement Auguste, « le garçon a réussi ce qu'aucun d'entre nous n'a pu faire. » Le cheval lui répond « Silence !» coupa Beaumont. « Cet animal vaut plus que la vie de vous tous réunis. Je n'autoriserai pas qu'il soit contaminé par un petit miséreux des rues. » Se tournant vers Émile avec mépris, il poursuivit. « Il t'est interdit de remettre les pieds sur mes terres. Si je te revois près de mon cheval, j'appellerai la police et tu pourriras dans une maison de correction jusqu'à ta majorité. » Lorsque deux hommes de main s'avancèrent pour expulser Émile, Tonnerre se cabra violemment, hennissant de fureur et forçant les hommes à reculer. Le garçon profita de ce moment pour murmurer quelque chose à l'oreille du cheval avant de s'enfuir hors de la propriété, des larmes silencieuses coulant sur son visage sale. Cette nuit-là, le percheron noir refusa de manger. Et pour la première fois depuis des semaines, ses hennissements angoissés résonnèrent sur la propriété Beaumont jusqu'à l'aube. « Tu es interdit de remettre les pieds sur mes terres. Si je te revois près de mon cheval, j'appellerai la police et tu pourriras dans une maison de correction jusqu'à ta majorité. » avait tranché Beaumont avec un mépris glacial, tandis que Tonnerre se cabrait violemment en voyant son jeune ami être expulsé, ses hennissements angoissés résonnant sur la propriété pour la première fois depuis des semaines. Une lamentation qui ne cesserait pas de toute cette nuit. La nouvelle de l'enfant qui parlait aux chevaux se répandit dans Caen comme une traînée de poudre. Dans les cafés et sur les marchés, on ne parlait plus que de cela. Le petit orphelin qui avait apprivoisé le cheval indomptable des Beaumont. « J'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux », affirmait Marie, la servante, attablée au café de la Paix. Le garçon n'a rien fait de spécial, il a juste regardé l'animal dans les yeux, et la bête s'est calmée comme par enchantement. On dit que le gosse a perdu ses parents dans le même bombardement qui a rendu le cheval fou, ajouta le boulanger en baissant la voix. Beaumont a toujours été un nouveau riche sans cœur, intervint un vieil agriculteur. Il s'est enrichi sur les ruines de notre ville pendant que d'autres crevèrent de faim. À quelques kilomètres de ces conversations, Émile avait trouvé refuge dans une grange abandonnée qui surplombait les vignobles Beaumont. Allongé sur la paille fraîche qu'il avait rassemblée, il pouvait apercevoir au loin les écuries où Tonnerre était détenu. Chaque soir, le vent lui apportait les hennissements désespérés du percheron, des cris qui lui déchiraient le cœur. « Je suis désolé », murmurait-il dans l'obscurité, comme si le cheval pouvait l'entendre. « Je t'ai abandonné. » Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Les souvenirs du bombardement qui avait emporté ses parents se mêlaient aux images de Tonnerre, se cabrant de douleur sous le fouet. Des victimes différentes de la même guerre,
des âmes brisées par la même violence insensée. Le 5e jour après son expulsion de la propriété Beaumont, alors que le crépuscule enveloppait la campagne normande, Émile perçut un mouvement à l'entrée de la grange. Il se redressa vivement, prêt à fuir. « N'aie pas peur, petit », chuchota une voix familière. Madame Clémence apparut dans l'encadrement de la porte, une silhouette voûtée portant un panier couvert. L'odeur du pain frais parvint jusqu'aux narines d'Émile, réveillant une faim qu'il avait appris à ignorer. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda-t-il, méfiant mais affamé. « Auguste t'a aperçu hier soir. Tu n'es pas le seul à surveiller les écuries, » répondit-elle en découvrant le panier rempli de pain, fromage et fruits. « Tu n'es pas non plus le seul à souffrir. Tonnerre refuse de s'alimenter depuis ton départ. Beaumont est furieux. » Émile se jeta sur la nourriture, dévorant un morceau de pain comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, ce qui était probablement le cas. Entre deux bouchées, il écoutait Madame Clémence lui raconter les événements des derniers jours. Beaumont a fait venir 2 nouveaux dresseurs de Paris, des spécialistes des cas difficiles, connus pour leur méthode. Expéditive, expliqua-t-elle, les yeux embués. Ils utilisent des éperons à pointe et des cravaches en cuir tressé. Le pauvre animal saigne tous les jours, mais continue de résister. C'est comme s'il t'attendait. 1 heure plus tard, Auguste les rejoignit, apportant une lanterne et des nouvelles encore plus inquiétantes. Beaumont a inscrit Tonnerre à la fête du cheval, révéla-t-il avec une expression grave. Il est déterminé à l'exhiber lors du défilé, même s'il doit le droguer au laudanum pour le maintenir sous contrôle. Émile connaissait bien la fête du cheval, cette célébration annuelle qui rassemblait toute la région sur la place centrale de Caen. Avant la guerre, son père l'y emmenait chaque année pour admirer les plus beaux spécimens équins de Normandie. « Il ne survivra pas à ça », murmura Émile, le cœur serré. Tonnerre a une terreur panique des foules depuis l'accident de Paris. Il va paniquer quand l'effet des drogues s'estompera. C'est précisément ce que je craignais, acquiesça Auguste. Le cheval devient fou au moindre bruit fort. Les souvenirs du bombardement sont gravés dans sa mémoire. Les jours suivants virent naître une alliance improbable. Madame Clémence mobilisa les cuisinières des autres domaines, discrètement, pendant les marchés. Auguste parla aux palefreniers et aux cochers de la région. Le dimanche, à la messe, Émile fut surpris d'entendre le père Thibault mentionner dans son sermon comment « certaines âmes pures, même les plus jeunes, peuvent nous enseigner la compassion envers les créatures de Dieu. Les gens sont avec toi, petit », lui confia Auguste. Beaumont a peut-être l'argent, mais il n'a pas le cœur des Normands. Pendant ce temps, Laurent Beaumont intensifiait ses efforts pour préparer Tonnerre au grand événement, ignorant les signes évidents de souffrance de l'animal. Les séances d'entraînement se déroulaient maintenant avec le cheval fortement entravé, ses hennissements de protestation étouffés par des morts serrés. « Peu m'importe s'il faut le traîner sur la place », déclara Beaumont lors d'un dîner avec des aristocrates locaux. Tous verront que Laurent Beaumont a dompté la bête que personne n'a pu contrôler. La veille de la fête du cheval, Émile reçut une visite inattendue dans son refuge. Ce n'était ni Madame Clémence ni Auguste, mais Monsieur Lefebvre, le respecté directeur de l'école d'équitation de Caen, accompagné du docteur Moreau, le vétérinaire le plus réputé de la région. « Nous sommes venus vérifier de nos propres yeux si les rumeurs sont vraies », expliqua Lefebvre, observant attentivement le garçon en haillons. Est-il possible qu'un gamin sans formation officielle ait réussi là où des spécialistes ont échoué ? Je n'ai rien fait de spécial, monsieur, répondit Émile timidement. J'ai juste écouté ce que Tonnerre essayait de dire. Docteur Moreau, un homme de peu de mots, étudia le garçon pendant de longs moments avant de se prononcer. Il y a quelque chose chez ce jeune homme, Lefebvre. Les véritables enchanteurs de chevaux naissent ainsi. Ils ne se forment pas. Je n'ai vu cela que 2 ou 3 fois en 50 ans de médecine vétérinaire. Lefebvre s'accroupit pour être au niveau d'Émile. Raconte-moi comment tu as procédé avec ce cheval que tout le monde considère comme fou. Il n'est pas fou, monsieur, corrigea doucement Émile. Il est blessé à l'intérieur, comme beaucoup d'entre nous après les bombardements. La différence, c'est que nous pouvons parler de notre douleur, mais lui ne peut que la montrer. Émile expliqua sa méthode, la patience,
La distance respectueuse, les petits cadeaux sans rien demander en retour, les poèmes lus à voix douce. J'ai remarqué ces cicatrices aux pattes arrière dès le premier jour, ajouta-t-il. Personne ne les avait soignées correctement. La douleur physique rend la peur encore plus forte. La conversation fut interrompue par l'arrivée essoufflée d'Auguste, le visage pâle d'inquiétude. Ils ont commencé à sédater Tonnerre pour le défilé de demain, annonça-t-il. Beaumont a ordonné une double dose pour s'assurer qu'il sera coopératif, mais même drogué. L'animal se débat quand il tente de le préparer. Émile se leva d'un bond, son visage transformé par la détermination. « Je dois le voir, cette nuit. » Le plan se forma rapidement. Dr Moreau utiliserait son autorité pour insister sur la nécessité d'examiner le précieux animal avant l'événement public. Monsieur Lefebvre distrairait Beaumont avec des discussions sur le protocole du défilé. Pendant ce temps, Auguste emmènerait Émile aux écuries, pour quelques moments avec Tonnerre. Quand la nuit tomba sur Caen, le plan se mit en action. Tandis que les hommes jouaient leur rôle, Émile se faufila silencieusement par l'arrière de la propriété. Il trouva Tonnerre dans un état lamentable. Le magnifique animal était sédaté, mais tremblait néanmoins, les yeux mi-clos, des traces de sang visibles là où les harnais trop serrés avaient entamé sa peau. « Mon ami, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» chuchota Émile, les larmes coulant librement tandis qu'il caressait l'encolure du cheval. Même dans son état engourdi, Tonnerre reconnut la voix du garçon. Ses oreilles bougèrent légèrement, et un doux hennissement s'échappa de sa gorge. « Je vais te sortir d'ici », promit Émile, récitant doucement les vers d'Hugo qui apaisaient toujours l'animal. « Je ne t'abandonnerai plus jamais. » Ce moment de tendresse fut brutalement interrompu par la voix tonnante de Laurent Beaumont. « Attrapez ce petit voleur, il essaie de saboter mon cheval. » Émile fut traîné hors de l'écurie par deux hommes de main, tandis que Beaumont avançait furieusement dans sa direction. « Cette fois, tu es allé trop loin, morveux, » menaça-t-il, le visage déformé par la colère. « J'appelle la police immédiatement. Tentative de vol d'un bien précieux signifie maison de correction jusqu'à tes 21 ans. » Ce n'est pas du vol que de protéger un animal contre des abus, interrompit calmement mais fermement le docteur Moreau. En tant que vétérinaire mandaté par le département, je suis légalement obligé de signaler ce que j'ai vu ici ce soir. Et en tant que directeur de l'école d'équitation, ajouta monsieur Lefebvre, je dois vous informer que les animaux présentant des signes évidents de mauvais traitement seront disqualifiés de la fête du cheval. Beaumont pâlit, mais retrouva rapidement sa contenance. « C'est mon cheval, » déclara-t-il froidement. « J'en fais ce que je veux. Et quant à toi, » se tournant vers Émile, « si tu apparais demain au défilé, ou si tu remets les pieds sur mes terres, ce n'est pas seulement la police que tu devras craindre. » Lorsqu'Émile fut escorté hors de la propriété, il put entendre les hennissements désespérés de Tonnerre résonner dans la nuit, un son qui semblait déchirer sa propre âme. Le matin suivant, la place centrale de Caen débordait de couleurs et de musique. La fête du cheval avait commencé, les drapeaux normands flottant dans le vent et les étals de nourriture traditionnels alignés sur les côtés. L'aristocratie locale arborait ses habits du dimanche en attendant le défilé des plus beaux chevaux de la région. Émile observait tout de loin, caché dans la foule, le cœur lourd d'inquiétude. Lorsqu'on annonça finalement le magnifique percheron noir des vignobles Beaumont, un murmure d'expectative parcourut la place. Tonnerre apparut, guidé par deux palefreniers, son pelage noir brossé jusqu'à briller sous le soleil printanier, orné de rubans bleus et blancs. Même à distance, Émile pouvait voir que l'animal était fortement sédaté, ses mouvements artificiellement lents, les yeux mi-clos. Laurent Beaumont marchait fièrement à côté du cheval, saluant des connaissances dans la foule, exhibant son précieux trophée comme s'il était déjà complètement dompté. La farce fonctionnait parfaitement tant que l'effet des drogues durait. Ce fut lorsque les cloches de la cathédrale commencèrent à sonner, résonnant sur la place pavée, que tout changea. Le son réverbérant sembla réveiller quelque chose en Tonnerre, peut-être un souvenir du bombardement de Paris. L'immense cheval noir commença à s'agiter, secouant la tête, ses yeux s'ouvrant complètement tandis que l'effet du sédatif diminuait. « Tenez-le fermement », ordonna Beaumont, réalisant que la situation se détériorait rapidement. Mais il était trop tard. D'un puissant mouvement, Tonnerre se libéra des palefreniers et se cabra.
des hennissements de panique s'échappant de sa gorge, tandis que la foule reculait, terrifiée. Des femmes criaient, des enfants pleuraient. Des hommes tentaient vainement de contrôler l'animal qui tournait maintenant en cercle, au centre de la place, aveuglé par la peur. Sans réfléchir aux conséquences, Émile se fraya un chemin à travers la foule paniquée et grimpa sur l'un des murets bas qui entouraient la place. De là, il commença à chanter d'une voix claire qui trancha le chaos. « Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. » L'ancienne berceuse française, qu'il avait si souvent chantée pour Tonnerre lors des matins calmes à l'écurie, atteignit les oreilles de l'animal paniqué. Comme touché par magie, l'immense percheron noir s'immobilisa, les oreilles se tournant vers la voix familière. « Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. » La place entière devint silencieuse, des centaines d'yeux alternant entre le garçon en haillons sur le muret et le magnifique cheval qui se tournait maintenant lentement dans sa direction. « Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête », continua Émile, descendant prudemment du muret et faisant un pas hésitant vers Tonnerre, la main tendue. À l'étonnement de tous les présents, aristocrates, paysans, commerçants et même Laurent Beaumont, le redoutable cheval noir avança docilement vers le garçon, baissant son énorme tête jusqu'à toucher la paume tendue d'Émile. « Impossible, » murmura quelqu'un dans la foule. « C'est un miracle, » chuchota un autre. Le maire de Caen, qui présidait l'événement depuis son estrade décorée, se leva lentement, observant la scène extraordinaire qui se déroulait sous ses yeux. Un orphelin en haillons et un magnifique cheval de race unis par une connexion qui transcendait toute explication rationnelle. « Éloigne-toi de mon cheval, morveux !» ordonna Beaumont en avançant furieusement vers le centre de la place, où Émile et Tonnerre demeuraient unis dans une bulle de calme parfait au milieu du chaos, tandis que des centaines de témoins, du plus humble paysan au maire de la ville, observaient bouche bée ce qui semblait être non seulement une rencontre entre un garçon et un animal, mais un jugement public entre deux visions du monde. Un silence étrange enveloppait la place centrale de Caen. Des centaines de regards alternaient entre l'imposant percheron noir et le garçon en haillons, figé dans un tableau que personne n'aurait cru possible quelques minutes plus tôt. La main d'Émile reposait doucement sur le museau de Tonnerre, qui respirait calmement malgré le chaos récent. Laurent Beaumont brisa ce moment en s'avançant à grands pas vers le centre de la place, son visage trahissant une fureur à peine contenue. « Écarte-toi de mon cheval, gamin », ordonna-t-il d'une voix glaciale. « Cet animal m'appartient légalement. » Émile ne bougea pas, sa main toujours posée sur le museau de Tonnerre, qui frémissait imperceptiblement au son de la voix hostile. « Monsieur Beaumont », intervint la voix autoritaire du maire Girard depuis son estrade. « Je crois que nous venons tous d'être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Peut-être devrions-nous écouter ce que le jeune homme a à dire. » Une vague de murmures approbateurs parcourut la foule. Le visage de Beaumont s'empourpra d'indignation. « C'est une affaire privée, monsieur le maire. J'ai payé une fortune pour cet animal. Et vous êtes prêt à le détruire pour satisfaire votre orgueil ?» La voix étonnamment ferme d'Émile surprit l'assemblée. C'était la première fois que beaucoup l'entendaient en parler, et ses mots portaient une maturité qui contrastait avec son apparence juvénile. « Tonnerre a été traumatisé à Paris, » poursuivit le garçon, regardant Beaumont droit dans les yeux. « Il a vu son ancien maître mourir, et rester coincé pendant des heures sous les décombres. Ses pattes arrière n'ont jamais été correctement soignées. Il n'est pas violent, il a peur et souffre. » Le docteur Moreau s'avança, l'autorité de sa position évidente lorsqu'il prit la parole. « En tant que vétérinaire, je confirme que cet animal présente des signes de traumatisme physique et psychologique mal soignés, et également des signes récents de maltraitance. » Se tournant vers la foule, il ajouta « Ce garçon, sans aucune formation officielle, a identifié des problèmes que des spécialistes ont ignorés. » Monsieur Lefebvre rejoignit le petit groupe au centre de la place. « En 40 ans consacrés au dressage équestre, je n'ai jamais été témoin d'une connexion comme celle-ci, déclara-t-il, désignant Émile et Tonnerre. Ce que nous voyons ici n'est ni un accident, ni un tour de passe-passe. C'est un don rare, une sensibilité particulière qui ne peut être enseignée. » Beaumont,
sentant l'opinion publique se retourner contre lui, tenta une dernière manœuvre. « Je ne nierai pas que le garçon a un talent avec les animaux », concéda-t-il avec une générosité feinte. « Peut-être pourrais-je l'embaucher comme palefrenier dans mes écuries, bien sûr, sous supervision appropriée. » La proposition fut accueillie par des expressions d'incrédulité. Madame Clémence, qui observait tout de près, ne put se contenir. Après avoir menacé d'envoyer le petit en maison de correction, après avoir ordonné qu'on batte l'animal, tout le personnel des vignobles a été témoin de vos méthodes, monsieur Beaumont. D'autres employés des vignobles Beaumont, présents à la fête, commencèrent à hocher la tête et à murmurer des confirmations, des années de ressentiment trouvant enfin un exutoire. Tonnerre, comme s'il comprenait parfaitement la situation, fit un pas de plus vers Émile, plaçant son corps massif entre le garçon et Beaumont. Le geste protecteur était si évident que plusieurs spectateurs laissèrent échapper des exclamations. Le maire Girard, politique avisé qui reconnaissait un moment historique quand il en voyait un, leva les mains pour demander le silence. « Citoyens de Caen », proclama-t-il avec la solennité que méritait l'instant. « Je crois que nous sommes aujourd'hui témoins non seulement d'un événement extraordinaire, mais d'une leçon sur la véritable nature de la noblesse normande. » Se tournant vers Émile, qui demeurait tranquille aux côtés de l'imposant cheval noir, il poursuivit. « Jeune Rousseau, cette ville a beaucoup perdu pendant la guerre, pas seulement des bâtiments, mais une part de notre humanité. Toi, un orphelin qui a souffert plus qu'aucun enfant ne devrait souffrir, tu nous rappelles que la vraie force réside dans la gentillesse, non dans la domination. » La foule applaudit avec enthousiasme. Le maire, encouragé, continua. « Je propose que l'école municipale d'équitation de Caen offre immédiatement une bourse d'études à Émile Rousseau afin que son don extraordinaire puisse être convenablement cultivé. » Monsieur Lefebvre s'avança. « En tant que directeur, je soutiens pleinement cette proposition et m'offre à être son mentor personnel. » Laurent Beaumont, se voyant complètement défait sur le terrain de l'opinion publique, tenta un dernier coup désespéré. S'approchant de Tonnerre, il tendit la main avec un morceau de sucre caché dans sa paume, un tour élémentaire de dressage. « Allons, mon garçon, » dit-il avec une cordialité feinte à Émile. « Montrons à tous comme nous travaillons bien ensemble avec mon cheval. » Le moment de vérité arriva lorsque Tonnerre regarda alternativement le sucre dans la main de Beaumont et les yeux d'Émile, comme s'il faisait véritablement un choix. Pour l'humiliation finale de Beaumont, le magnifique percheron tourna délibérément la tête, rejetant l'offre de l'homme riche pour appuyer doucement son museau contre la poitrine du garçon pauvre. Un frémissement parcourut la foule, puis la place explosa en applaudissements. Beaumont recula, le visage défait par l'humiliation. « Ce n'est pas terminé », murmura-t-il à l'intention d'Émile avant de se retirer précipitamment. Auguste, qui avait observé toute la scène, s'approcha d'Émile et posa une main protectrice sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, petit, cet homme a peut-être de l'argent, mais aujourd'hui il a perdu quelque chose de bien plus précieux, le respect. » Dans les jours qui suivirent, une enquête officielle sur des allégations de maltraitance animale au vignoble Beaumont révéla non seulement les abus envers Tonnerre, mais aussi des conditions déplorables pour d'autres animaux de travail sur la propriété. Les amendes imposées et le scandale dans la presse locale forcèrent Laurent Beaumont à vendre une partie de ses terres et finalement à quitter Caen, sa réputation irrémédiablement ternie. Quant à Tonnerre, la solution vint de façon inattendue. Le comte d'Harcourt, un aristocrate âgé et respecté éleveur de chevaux de la région, proposa d'acheter l'animal à Beaumont, au juste prix du marché, compte tenu de son état actuel. À une condition, ajouta le comte lors de la négociation formelle à la mairie. Le cheval sera confié aux soins du jeune Rousseau, qui a démontré être le seul capable de le comprendre véritablement. Ainsi, tandis qu'Émile commençait ses études à la prestigieuse école d'équitation, Tonnerre trouva un nouveau foyer dans les spacieuses écuries de la propriété d'Harcourt, où il disposait d'un vaste pâturage pour courir librement et des meilleurs soins vétérinaires pour ses anciennes blessures. La transformation d'Émile fut aussi remarquable que celle de Tonnerre. Le garçon maigre et méfiant s'épanouit sous la tutelle de Monsieur Lefebvre et l'affection maternelle de Madame Clémence, qui insista pour devenir sa tutrice légale, lui offrant la petite chambre au-dessus de la cuisine du manoir d'Harcourt comme son premier véritable foyer depuis la guerre. « Tu as un don, mon garçon », lui dit le comte après l'avoir observé travailler avec Tonnerre pendant plusieurs semaines.
Ce n'est pas seulement une question de technique, c'est quelque chose de plus profond, une capacité à voir au-delà des apparences, à toucher l'âme même de ces créatures. Son aptitude naturelle avec les chevaux traumatisés devint rapidement légendaire dans la région. Des éleveurs de toute la Normandie commencèrent à amener des animaux problématiques au petit enchanteur, comme on l'appelait affectueusement. Émile n'acceptait jamais de paiement pour ce travail. Il demandait seulement que les propriétaires traitent leurs animaux avec plus de gentillesse et de compréhension. Ils ne sont pas des machines ou des marchandises, expliquait-il patiemment aux fermiers sceptiques. Ce sont des êtres qui ressentent la peur, la douleur et la joie, comme nous. 5 ans plus tard, lorsqu'Émile eut 16 ans et était déjà considéré comme l'un des plus prometteurs jeunes dresseurs de France, le comte d'Harcourt l'appela pour une conversation sérieuse. « Mon garçon, » dit le vieil aristocrate, « je n'ai pas d'enfant et ma santé décline. J'ai décidé de te léguer par testament le secteur est de mes terres. Ce n'est pas beaucoup d'hectares, mais cela inclut cette petite vallée avec le ruisseau que Tonnerre aime tant. » Émile, stupéfait par cette générosité inattendue, tenta de protester, mais le comte leva la main avec autorité. « Ce n'est pas de la charité, jeune Rousseau. C'est un investissement dans l'avenir de la tradition équestre normande. Tu possèdes quelque chose qui ne peut être ni acheté, ni enseigné. » C'est ainsi que naquit le centre équestre Tonnerre, un petit mais révolutionnaire centre d'entraînement où Émile développa et enseigna des méthodes basées exclusivement sur la confiance et le respect mutuel entre l'humain et le cheval. Des chevaux considérés comme irrécupérables dans toute la France étaient amenés dans la vallée verdoyante où, sous la supervision patiente d'Émile et la présence inspirante de Tonnerre, désormais un majestueux ancien au pelage toujours lustré, ils trouvaient guérison pour leurs traumatismes physiques et psychologiques. Par les matins de printemps, les visiteurs pouvaient assister à un spectacle qui leur coupait toujours le souffle. Émile et Tonnerre galopant librement à travers champs, sans selle ni bride, se déplaçant en parfaite harmonie comme s'ils partageaient un seul esprit et un seul cœur. L'homme et l'animal, tous deux autrefois brisés par la guerre et l'abandon, étaient maintenant des symboles vivants de guérison et de liberté. À l'entrée du centre équestre Tonnerre, une plaque de bois sculptée citait Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et en dessous, en lettres plus petites, les mots qu'Émile murmurait à chaque nouvel animal traumatisé qui arrivait dans son sanctuaire. « Ta douleur ne te définit pas. Ensemble, nous nous souviendrons de ce qu'est être libre. » Tandis que la foule célébrait le triomphe du garçon orphelin sur le puissant industriel, personne ne remarqua l'expression sombre qui traversa le visage de Laurent Beaumont en quittant la place, ni n'entendit ces paroles chuchotées à son fidèle homme de main. « Mercier, découvrez tout sur ce morveux. S'il m'a pris mon cheval, je lui prendrai quelque chose en retour. » Des mots qui semaient les graines d'une vengeance qui menacerait non seulement le nouveau bonheur d'Émile, mais aussi la vie même de Tonnerre. Les mots menaçants de Laurent Beaumont s'étaient dissipés dans l'air comme la brume matinale, mais leur ombre planait toujours. Dans les semaines qui suivirent la confrontation sur la place de Caen, Émile commença une nouvelle vie qu'il n'aurait jamais osé imaginer quelques mois plus tôt. L'aube teintait à peine le ciel normand, lorsque le garçon ouvrit les yeux dans sa petite chambre au-dessus de la cuisine du manoir d'Harcourt. Il resta quelques instants immobile, désorienté par la sensation inhabituelle d'un vrai matelas sous son corps et de drapes propres contre sa peau. Après des années passées dans des granges abandonnées, sur des lits de paille ou parfois à même le sol, ce confort simple lui semblait encore un luxe inconcevable. « Émile, tu es réveillé ?» La voix chaleureuse de Madame Clémence résonna depuis l'escalier. « Le petit déjeuner est prêt et tu ne voudrais pas être en retard pour ton premier jour à l'école. L'école municipale d'équitation de Caen. » La réalité le frappa soudain avec la force d'une vague. Aujourd'hui commençait sa formation officielle, la bourse promise par le maire étant devenue réalité avec une rapidité surprenante. Dans la cuisine ensoleillée, Madame Clémence s'affairait autour d'Émile comme une poule avec son unique poussin. Elle lissa ses cheveux rebelles avec un peigne humide, ajusta le col de sa chemise neuve, un cadeau du comte, et lui servit un bol de chocolat chaud, accompagné de tartines beurrées. « Tiens ton couteau comme ceci », lui montra-t-elle patiemment en guidant sa main. « Et la fourchette se tient de l'autre côté. Tu vois? Voilà, comme ça. » Émile s'appliquait avec concentration.
Les manières de table n'avaient jamais fait partie de sa vie de survie, où manger avec ses doigts était la moindre de ses préoccupations. « Tu apprendras vite », le rassura-t-elle en voyant son front plissé par l'effort. « Tu es intelligent comme ton père l'était. » À la mention de son père, Émile leva brusquement les yeux. « Vous connaissiez mon père. » « Toute la ville connaissait le professeur Rousseau, » répondit-elle doucement. « Il venait parfois lire des poèmes lors des fêtes du village. Ta mère l'accompagnait au violon. » Une boule se forma dans la gorge d'Émile. Si souvent, ses souvenirs d'avant la guerre semblaient appartenir à une autre vie, presque à une autre personne. 1 heure plus tard, monté sur un petit cheval bai que le comte avait mis à sa disposition, Émile arrivait aux portes de l'école d'équitation. L'établissement, partiellement restauré après les bombardements, se dressait fièrement avec ses écuries impeccables et son manège couvert. Des élèves en tenue d'équitation élégante entrèrent par petits groupes, jetant des regards curieux aux nouveaux venus. « Ah, voici notre jeune prodige !» s'exclama Monsieur Lefebvre en venant à sa rencontre. « Bienvenue, Émile. Je t'attendais. » Les premiers jours à l'école se révélèrent plus difficiles que prévu. Si Émile excellait dans la pratique avec les chevaux, démontrant une intuition qui stupéfiait même les instructeurs, les cours théoriques et la vie sociale représentaient un défi considérable. Les autres élèves, issus pour la plupart de familles aisées, le regardaient avec un mélange de curiosité et de dédain. « Voilà le mendiant apprivoiseur de chevaux », chuchotait certains dans son dos. Paraît qu'il dormait avec les rats avant que le comte ne le ramasse par charité. Ces remarques blessaient Émile, mais il les supportait en silence, se concentrant sur sa raison d'être ici, apprendre pour mieux aider Tonnerre et d'autres chevaux comme lui. Chaque après-midi, après ses cours, il se précipitait aux écuries du comte pour retrouver Tonnerre. Le grand percheron noir l'accueillait toujours avec un hennissement doux, presque un murmure, réservé uniquement à lui. Un jour, après environ 2 semaines de soins quotidiens, le docteur Moreau vint examiner minutieusement les anciennes blessures du cheval. Ses doigts expérimentés palpèrent doucement les cicatrices sur les pattes arrière de l'animal. « Ces blessures n'ont jamais été correctement nettoyées », expliqua-t-il à Émile qui observait attentivement. « Des fragments d'éclat sont probablement encore logés sous la peau, causant une inflammation chronique. Peut-on les retirer ?» demanda le garçon inquiet. « Oui, mais ce sera douloureux », répondit le vétérinaire. J'ai préparé un onguent à base de plantes traditionnelles normandes. Il faudra l'appliquer 2 fois par jour et masser profondément pour aider à dissoudre le tissu cicatriciel. Les séances de traitement devinrent un nouveau rituel. Chaque matin et chaque soir, Émile appliquait l'onguent sur les jambes de Tonnerre, massant patiemment les zones endolories. Pour distraire l'animal de la douleur, il chantait doucement les berceuses que sa mère lui fredonnait autrefois. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » Durant ces moments d'intimité, Émile parlait à Tonnerre de ses journées à l'école, de ses difficultés et de ses petites victoires. Le cheval écoutait, ses grandes oreilles orientées vers le garçon, ses yeux expressifs suivant chacun de ses mouvements. « Tu sais » confia Émile un soir tandis qu'il massait une cicatrice particulièrement sensible. « Parfois j'ai l'impression que tu es le seul qui me comprenne vraiment. » Comme en réponse, Tonnerre appuya doucement son museau contre l'épaule du garçon, un geste de réconfort que même le docteur Moreau, témoin silencieux de la scène, trouva remarquable. « C'est extraordinaire », commenta-t-il plus tard au comte d'Harcourt qui observait Émile et Tonnerre depuis la fenêtre de son bureau. Ce cheval était considéré comme irrécupérable, et maintenant regardez-le. Le comte hocha pensivement la tête, son regard s'attardant sur le garçon qui guidait maintenant Tonnerre dans le pré pour une promenade. « Ce n'est pas seulement le cheval qui guérit, mon ami. Observez le garçon. Il se tient plus droit, parle plus clairement. Ils se reconstruisent mutuellement. » La réhabilitation de Tonnerre progressait lentement mais sûrement. De la simple marche dans le pré, Émile passa à des exercices plus élaborés, enseignant au cheval à ne plus craindre les espaces ouverts. Chaque jour, il s'aventurait un peu plus loin dans les terres du comte, Émile marchant d'abord aux côtés de l'animal, une main légèrement posée sur son encolure pour le rassurer. Le comte d'Harcourt, fasciné par les méthodes du garçon, venait souvent observer leurs séances, prenant discrètement des notes dans un petit carnet relié de cuir. « Tu ne forces jamais l'animal, remarqua-t-il un jour.
Tu l'invites plutôt à te suivre. Le forcer ne ferait que réveiller sa peur, expliqua Émile. Et la peur est son véritable ennemi, pas moi. Un matin d'avril, alors que les premiers bourgeons éclataient dans les pommiers normands, Émile vécut ce qu'il considérerait plus tard comme l'un des moments les plus significatifs de sa jeune vie. Après avoir longuement brossé Tonnerre et parlé doucement à son oreille, il approcha un simple licol de corde tressée, sans mors ni bride contraignante. « Aujourd'hui, mon ami, » murmura-t-il, « nous allons essayer quelque chose de nouveau. Tu me fais confiance ?» Le cheval le regarda intensément, puis baissa légèrement la tête, comme en assentiment. Avec une lenteur délibérée, Émile plaça le licol, puis, dans un geste qui fit retenir son souffle à Auguste qui observait de loin, il posa ses mains sur le dos du percheron et se hissa doucement sur son dos. Tonnerre resta parfaitement immobile, seul le frémissement de sa peau trahissant sa conscience aiguë de ce nouveau poids. Émile ne bougeait pas non plus, laissant l'animal s'habituer à sa présence sur son dos. Puis, très progressivement, il se pencha en avant et murmura quelques mots à l'oreille du cheval. Tonnerre fit un pas, puis un autre, portant pour la première fois depuis son traumatisme un humain sur son dos sans panique ni résistance. La nouvelle de ce succès se répandit rapidement parmi le personnel du domaine. Le comte lui-même, témoin de l'événement depuis sa fenêtre, descendit pour féliciter personnellement Émile. « Extraordinaire », murmura-t-il. « Simplement extraordinaire. » Mais pendant qu'Émile célébrait ce triomphe, à plusieurs kilomètres de là, dans une taverne sombre aux abords de Caen, Laurent Beaumont sirotait un cognac en compagnie d'un homme à l'allure peu recommandable. « Trouve tout ce que tu peux sur ce gamin », ordonna-t-il en faisant glisser une bourse sur la table. « D'où il vient, ce qui lui est arrivé pendant la guerre, ses points faibles. Je veux tout savoir. »« Pourquoi cet intérêt, monsieur ?» demanda l'homme en empochant l'argent. « Disons simplement que j'ai une dette à régler, » répondit Beaumont, un sourire glacial sur les lèvres. Les jours s'écoulèrent, rythmés par les progrès constants d'Émile à l'école et l'amélioration spectaculaire de Tonnerre. Le garçon apprenait avec une soif insatiable, dévorant les livres que le comte mettait à sa disposition, étudiant méthodiquement l'anatomie équine et le comportement animal tard dans la nuit. Un soir, alors que le printemps cédait doucement la place à l'été, le comte convoqua Émile dans son bureau. À sa grande surprise, le garçon y trouva également un second cheval, un magnifique alezan aux yeux craintifs. « Voici Éclipse », présenta le comte. « Il appartient à un éleveur de Bayeux. Depuis qu'un incendie a ravagé son écurie l'hiver dernier, il refuse tout contact humain et attaque quiconque tente de l'approcher. » Émile regarda l'animal nerveux qui frappait le sol de son sabot, les oreilles plaquées en arrière. « J'ai suggéré à son propriétaire que tu pourrais peut-être l'aider, » continua le comte. « Ce serait un nouveau défi pour toi. Qu'en penses-tu » Le garçon s'approcha lentement de la barrière derrière laquelle Éclipse s'agitait. Il observa attentivement les signes de stress de l'animal, sa respiration rapide, ses yeux exorbités, la tension dans son encolure. « Je peux essayer » répondit-il simplement. Les jours suivants révélèrent un phénomène inattendu. Tonnerre manifestait des signes évidents de jalousie lorsqu'Émile consacrait du temps à Éclipse. Le grand percheron noir hennissait bruyamment, frappait les parois de son box avec ses sabots, exigeant l'attention du garçon. « On dirait qu'il est possessif », s'amusa Madame Clémence en observant le manège depuis la fenêtre de la cuisine. Qui aurait cru qu'un cheval pouvait être jaloux? Émile dut adapter sa routine, veillant à toujours commencer et terminer sa journée avec Tonnerre, consacrant le temps intermédiaire au nouvel arrivant. Cette solution sembla apaiser le percheron, qui acceptait désormais de partager son humain, tant qu'il restait prioritaire dans son affection. Tandis qu'Émile jonglait entre ses études, Tonnerre et le nouveau défi représenté par Éclipse, l'espion de Beaumont rôdait autour du domaine d'Harcourt, notant scrupuleusement chaque détail. Un soir, il observa le garçon mener Tonnerre jusqu'à un petit vallon traversé par un ruisseau cristallin, un endroit isolé où ils passèrent plusieurs heures. Ce que l'espion ne pouvait entendre, c'étaient les confidences qu'Émile faisait à Tonnerre, assis dans l'herbe fraîche du crépuscule, le cheval couché paisiblement à ses côtés. « Je ne me souviens pas de tout, tu sais », murmurait le garçon,
racontant pour la première fois les détails du bombardement qui avait tué ses parents. Il y a eu ce bruit, comme si le ciel lui-même se déchirait. Puis la chaleur, la poussière. Je me suis retrouvé sous une poutre, comme toi à Paris. Quand je me suis réveillé, notre maison n'existait plus, et mes parents non plus. Tonnerre écoutait, son souffle chaud caressant parfois le visage d'Émile, comme pour essuyer les larmes silencieuses qui coulèrent sur ses joues. « C'est étrange, » poursuivit le garçon. « Mais parfois je me demande si tu n'étais pas destiné à croiser ma route. Deux âmes brisées par la même guerre. » L'homme caché derrière les arbres sourit en griffonnant frénétiquement dans son carnet. Il tenait enfin l'information que Beaumont attendait. Le point faible du garçon, la faille dans son armure. Non pas Tonnerre, comme on aurait pu le croire, mais les souvenirs enfouis du bombardement, la blessure jamais cicatrisée de la perte de ses parents. Tandis qu'Émile s'endormait paisiblement contre le flanc chaud de Tonnerre, protégé par le premier ami véritable qu'il avait trouvé depuis la mort de ses parents, il ne pouvait imaginer que chaque mouvement de cet après-midi avait été méticuleusement observé et noté par l'espion de Beaumont, qui souriait maintenant avec malveillance en murmurant pour lui-même « Alors c'est ça, le secret du petit sorcier. » Beaumont paiera cher pour cette information. L'espion de Beaumont disparut dans la nuit, laissant Émile à son sommeil paisible contre le flanc de Tonnerre, inconscient de la menace qui planait désormais sur eux. Le lendemain matin, le garçon regagna le manoir d'Harcourt au petit trot, l'esprit plus léger après avoir partagé ses souvenirs les plus douloureux avec son ami équin. 6 mois s'écoulèrent depuis la mémorable fête du cheval. L'automne céda sa place à un hiver rigoureux, puis vint le printemps avec ses promesses de renouveau. Émile, qui approchait maintenant ses 12 ans, avait trouvé un équilibre dans sa nouvelle vie. Ses matinées consacrées à l'école d'équitation où il progressait rapidement. Ses après-midi dédiés à Tonnerre et aux autres chevaux problématiques que le comte d'Harcourt lui confiait désormais régulièrement. « Observe sa posture », commentait M. Lefebvre à ses collègues enseignants, tandis qu'Émile guidait un jeune étalon nerveux à travers un exercice complexe. Il ne domine pas l'animal, il l'invite à coopérer. C'est remarquable pour un garçon de son âge. Les préjugés initiaux de ses camarades s'étaient progressivement estompés face à ses talents indéniables. Même les fils des plus riches propriétaires terriens venaient maintenant lui demander conseil lorsqu'ils rencontraient des difficultés avec leur monture. Un après-midi d'avril, alors qu'Émile rentrait de l'école, le comte d'Harcourt l'attendait près des écuries, accompagné d'un magnifique cheval gris pommelé qui piaffait nerveusement. « Émile, j'ai un nouveau défi pour toi », annonça le vieil homme, ses yeux pétillants d'une curiosité presque juvénile. « Voici Tempête, un pur sang que j'ai acquis récemment. Son ancien propriétaire l'a vendu après que le cheval ait désarçonné et blessé plusieurs cavaliers. Il a la réputation d'être imprévisible. » Émile s'approcha lentement, observant non pas le cheval lui-même, mais son langage corporel, les oreilles qui pivotaient anxieusement, la tension dans l'encolure, la façon dont il répartissait son poids, prêt à fuir. « Il n'est pas agressif, » murmura le garçon. « Il a peur. Regardez ses yeux. Il s'attend à être puni à tout instant. » Le comte hocha la tête, impressionné par la justesse de l'analyse. Son dossier mentionne qu'il a été dressé avec des méthodes traditionnelles. Émile comprit immédiatement ce que cela signifiait. Punition, contrainte, domination. L'exact opposé de sa propre approche. À peine Émile avait-il commencé à travailler avec Tempête qu'un hennissement puissant retentit depuis le box voisin. Tonnerre, agité, frappait la porte de son enclos avec son sabot, son regard fixé sur le nouveau venu. « On dirait que quelqu'un n'apprécie pas de partager ton attention », s'amusa le comte. Ces crises de jalousie devinrent récurrentes. Chaque fois qu'Émile consacrait du temps à un autre cheval, Tonnerre manifestait son mécontentement par des comportements qui auraient semblé agressifs à quiconque ne le connaissait pas aussi intimement que le garçon. « Tu es comme un grand enfant », le réprimandait doucement Émile en lui apportant une pomme de la paix. « Ne t'inquiète pas, tu restes mon préféré. » Ces paroles semblaient apaiser le grand percheron, qui acceptait alors de partager son humain, non sans surveiller attentivement chaque interaction depuis son enclos. Mai s'installait sur la Normandie lorsqu'une nouvelle inattendue secoua Caen. Laurent Beaumont, que beaucoup croyaient parti définitivement, était de retour en ville.
plus surprenante encore, il se montrait étrangement conciliant, presque cordial. « Il a été aperçu à la messe dimanche dernier », rapporta Madame Clémence en servant le dîner. Apparemment, il aurait même fait un don généreux pour la restauration du clocher. Émile et le comte échangèrent un regard sceptique. « Les léopards ne changent pas leur tâche », murmura le vieil aristocrate, « surtout les plus venimeux. » Leurs soupçons s'intensifièrent lorsque Beaumont fit une donation substantielle à l'école d'équitation. Le même établissement qu'il avait tant critiqué pour avoir accordé une bourse à un vulgaire garçon d'écurie. « Il prépare quelque chose », prévint Auguste, qui s'était rendu en ville pour ses courses. Mercier, son homme de main, a été vu rôdant près de l'école, posant des questions sur toi. Émile haussa les épaules, trop absorbé par ses progrès avec Tonnerre pour s'inquiéter. Le percheron noir, autrefois considéré comme irrécupérable, acceptait désormais non seulement d'être monté, mais répondait à des commandes vocales subtiles, presque imperceptibles pour les observateurs. C'est comme s'il partageait un langage secret, commentait souvent Madame Clémence en les observant travailler ensemble. L'explication de l'étrange comportement de Beaumont vint un matin de juin, sous la forme d'une invitation officielle délivrée au manoir d'Harcourt. Le comte la lut à haute voix pendant le petit déjeuner. Laurent Beaumont a l'honneur d'annoncer l'organisation du premier grand concours équestre de Normandie d'après-guerre, qui se tiendra le 15 juillet prochain. Un prix substantiel récompensera le meilleur cavalier dans diverses catégories. Le comte s'interrompit, scrutant le post-scriptum manuscrit. Une invitation personnelle est adressée au jeune Émile Rousseau et au percheron Tonnerre, dont la participation serait particulièrement appréciée. Un silence pesant s'abattit sur la table. Émile fixait son assiette, troublé par cette attention soudaine. « C'est un piège », déclara fermement Madame Clémence. « Cet homme n'a pas pardonné son humiliation publique. Il cherche à se venger. » Le comte semblait moins catégorique. « Peut-être. Ou peut-être voit-il une opportunité commerciale. Un tel événement attirera l'attention de toute la région et la présence du miracle vivant garantirait son succès. » Une discussion animée s'ensuivit. Le comte voyait dans ce concours une occasion pour Émile de démontrer publiquement l'efficacité de ses méthodes non violentes. Madame Clémence craignait que Beaumont n'ait préparé quelque sabotage. Quant à Émile, il s'inquiétait surtout pour Tonnerre. Comment réagirait l'animal face à une foule bruyante, rappelant potentiellement le traumatisme du bombardement? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Émile fit un cauchemar. Dans son rêve, il était à nouveau piégé sous les décombres de sa maison, entendant les avions au-dessus, sentant la chaleur des flammes qui se rapprochaient. Il se réveilla en hurlant, appelant ses parents disparus. Madame Clémence accourut, le serrant contre elle tandis qu'il tremblait, désorienté. « Ce n'est qu'un mauvais rêve, mon petit », murmura-t-elle en caressant ses cheveux trempés de sueur. « Tu es en sécurité maintenant. » Mais à peine s'était-elle recouchée qu'un hennissement strident retentit depuis les écuries. Émile, encore tremblant, s'habilla à la hâte et descendit dans la nuit fraîche. Il trouva Tonnerre dans un état d'agitation extrême, couvert de sueur, tournant frénétiquement dans son box comme pourchassé par un fantôme invisible. « Hé, mon grand !» chuchota Émile en entrant prudemment dans l'enclos. « Qu'est-ce qui t'arrive » Le cheval s'immobilisa à sa voix, les naseaux dilatés, le corps frémissant. Émile s'approcha lentement, posant une main douce sur son encolure moite. Sous ses doigts, il sentit le cœur de l'animal battre à un rythme affolé. « Toi aussi, tu as fait un cauchemar ?» murmura-t-il, frappé par la coïncidence. Pendant près d'une heure, il resta simplement assis dans la paille, adossé au mur du box, récitant doucement des poèmes de Victor Hugo, tandis que Tonnerre se calmait progressivement, finissant par s'allonger près de lui, sa grande tête posée sur les genoux du garçon. Le lendemain matin, Auguste fit une découverte troublante en inspectant les alentours des écuries. « Des empreintes », montra-t-il à Émile et au comte. « Quelqu'un a rôdé ici cette nuit. » Plus inquiétant encore, le vieux palefrenier avait trouvé un mouchoir abandonné près de la fenêtre du box de Tonnerre. Un mouchoir imprégné d'une odeur âcre que le cheval avait dû sentir pendant la nuit. Le docteur Moreau, appelé en consultation, examina le tissu avec précaution. « C'est un mélange d'huiles et de substances chimiques »,
conclut-il après plusieurs tests, spécifiquement conçus pour imiter l'odeur de poudre et d'explosifs, le genre d'odeur qui ramènerait instantanément un cheval traumatisé par la guerre à ses pires souvenirs. Émile sentit une colère froide l'envahir. Beaumont ne se contentait pas de préparer un piège pour le concours. Il commençait déjà à tourmenter psychologiquement Tonnerre, réveillant délibérément ses traumatismes. « Nous devrions renoncer au concours », insista Madame Clémence. « Cet homme est prêt à tout. » Mais Émile, après une longue réflexion, prit une décision différente. « Si nous renonçons, Beaumont gagne », déclara-t-il avec une maturité qui surprit les adultes. « Il continuera à tourmenter Tonnerre juste pour me blesser. Nous devons lui faire face. » Cette nuit-là, Émile prit sa couverture et son oreiller et s'installa dans le box de Tonnerre. Si quelqu'un revenait avec ces substances terrifiantes, il serait là pour protéger son ami. Les nuits suivantes établirent une nouvelle routine. Émile dormait dans la paille aux côtés du grand percheron, lisant à voix haute jusqu'à ce que tous deux s'endorment, l'humain et l'animal veillant mutuellement sur leurs rêves. Le jour, ils intensifiaient leur entraînement. Comprenant que le concours serait rempli de distractions et de bruits forts, Émile commença à habituer Tonnerre à toutes sortes de sons perturbants, claquements soudains, musique forte, applaudissements. Au début, le cheval sursautait violemment à chaque bruit inattendu. Émile utilisait alors une technique qu'il avait développée intuitivement. Au lieu de contraindre physiquement l'animal, il restait parfaitement calme, respirant profondément, une main posée légèrement sur l'encolure du cheval. Progressivement, Tonnerre apprit à calquer sa réaction sur celle de son humain. Si Émile restait serein, le danger ne pouvait être réel. « Tu lui apprends à te faire confiance plutôt qu'à ses propres instincts », observa le comte, impressionné. « C'est remarquable. » Émile travaillait également sur ses propres traumatismes. Chaque fois que des souvenirs du bombardement surgissaient, il les partageait ouvertement avec Tonnerre, transformant sa douleur en mots plutôt qu'en terreur muette. La veille du grand concours, alors que tous dans la propriété d'Harcourt s'étaient déjà retirés, Émile fut réveillé en sursaut par un hennissement étouffé de Tonnerre, juste à temps pour apercevoir une silhouette encapuchonnée s'enfuyant de l'écurie, laissant derrière elle un objet qui glaça son sang, une petite boîte à musique identique à celle que sa mère faisait jouer les soirs où le bombardement avait eu lieu. Preuve finale que Beaumont connaissait non seulement son passé traumatique, mais était prêt à l'utiliser comme arme. Émile fixa la petite boîte à musique, le cœur battant à tout rompre. Comment Beaumont pouvait-il connaître ce détail si intime de son passé? Seule sa mère avait possédé un tel objet, un trésor familial qu'elle faisait jouer chaque soir avant le coucher d'Émile. La même mélodie avait résonné dans leur maison cette nuit fatidique où les bombes étaient tombées. Tremblant, il referma ses doigts sur la boîte, incapable de l'ouvrir. Tonnerre le regardait, les oreilles dressées, comme s'il comprenait parfaitement la gravité de cette découverte. À l'aube, Émile présenta l'objet au comte d'Harcourt et au docteur Moreau, convoqués d'urgence. « Cette boîte appartenait à ma mère », expliqua-t-il, la voix nouée. « Ou du moins, elle en est une réplique parfaite. Elle jouait toujours cet air quand j'allais me coucher, y compris la nuit du bombardement. » Le comte examina la boîte minutieusement. « Ceci confirme nos soupçons. Beaumont a enquêté sur ton passé. Il utilise tes traumatismes comme arme. Comment a-t-il pu découvrir un tel détail ?» s'étonna le docteur Moreau. « Les survivants du quartier, peut-être, » suggéra le comte, « ou d'anciens voisins payés pour leurs souvenirs. » Madame Clémence, qui avait écouté silencieusement depuis le seuil, s'avança avec détermination. « N'y va pas, mon enfant, » supplia-t-elle, les mains tremblantes. « Beaumont est dangereux quand il est humilié. Ce concours est un piège. » Émile caressa doucement la crinière de Tonnerre, plongé dans ses réflexions. Le grand percheron semblait particulièrement attentif, comme s'il pesait lui aussi le pour et le contre de cette décision cruciale. « Si nous fuyons maintenant, » répondit finalement le garçon, « Tonnerre ne sera jamais vraiment guéri. Nous devons affronter nos peurs ensemble. » Sa voix portait une conviction qui surprit les adultes présents. Ce n'était plus le garçon effrayé des rues qu'ils avaient reconnu, mais un jeune homme forgeant sa propre voix. Le comte hocha la tête avec respect. « Si telle est ta décision, nous te soutiendrons, mais nous prendrons des précautions supplémentaires. » L'après-midi même, deux hommes robustes, au visage marqué, se présentèrent au manoir.
Le comte les accueillit avec une familiarité évidente. « Voici Mathieu et Pierre », annonça-t-il à Émile. « Ils ont servi sous mes ordres pendant la guerre. Ils vous accompagneront demain, toi et Tonnerre, comme garde du corps discret. » Les deux anciens soldats saluèrent Émile avec un respect qui le mit mal à l'aise. Il n'était pas habitué à être traité comme quelqu'un d'important. « Nous serons vos ombres, monsieur », déclara Mathieu, le plus âgé des deux. « Personne n'approchera votre cheval sans que nous le sachions. » Le jour du concours se leva avec une lumière dorée typique des matins de juillet normand. Émile s'éveilla avant l'aube, son estomac noué par l'appréhension. Il avait passé la nuit dans le box de Tonnerre, comme chaque nuit depuis la découverte du mouchoir imprégné. « Aujourd'hui est le grand jour, mon ami », murmura-t-il en brossant méticuleusement le pelage noir qui luisait désormais d'une santé retrouvée. Tonnerre semblait comprendre l'importance de ce moment. Il se tenait particulièrement immobile, ses grands yeux expressifs suivant chaque mouvement d'Émile. L'arrivée au champ de concours fut impressionnante. Des tentes élégantes aux couleurs vives bordaient un vaste terrain aménagé en arène. Des bannières flottaient dans la brise légère, et déjà, l'aristocratie normande affluait, vêtue de ses plus beaux atours. Émile, dans son uniforme simple mais soigné de l'école d'équitation, conduisait Tonnerre qui attirait tous les regards. Le contraste était saisissant entre ce garçon modeste et le magnifique percheron noir qui le suivait docilement, sans même une bride pour le guider. « Voilà notre jeune prodige. » La voix de Laurent Beaumont résonna soudain à ses oreilles. L'industriel, vêtu d'un costume impeccable, s'avançait vers eux avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mathieu et Pierre se rapprochèrent imperceptiblement d'Émile. « Monsieur Beaumont » salua poliment le garçon, sentant Tonnerre se raidir à ses côtés. « Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation », poursuivit Beaumont avec une cordialité feinte. « Laisse-moi te présenter à nos juges. » Il conduisit Émile vers un groupe d'hommes à l'allure sévère, dont certains portèrent des décorations militaires. « Messieurs, voici notre petit prodige local », annonça Beaumont. « Nous verrons si ces méthodes non conventionnelles résistent à l'examen professionnel. » Les regards qui se posèrent sur Émile oscillaient entre curiosité polie et scepticisme non dissimulé. Clairement, Beaumont avait préparé le terrain, semant le doute sur ses compétences. De retour à l'enclos temporaire assigné à Tonnerre, Émile perçut l'anxiété croissante de son ami. L'atmosphère d'un concours, les odeurs multiples, les hennissements d'autres chevaux, le brouhaha de la foule ravivaient visiblement ses appréhensions. « Calme-toi, mon brave », murmura Émile, s'asseyant dans la paille fraîche. Sortant son livre usé de Victor Hugo, il commença à lire doucement, créant une bulle d'intimité au milieu de l'agitation environnante. Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle. La voix d'Émile, régulière et apaisante, agissait comme un baume. Progressivement, les oreilles de Tonnerre, d'abord plaquées en arrière, se redressèrent, attentives aux mots familiers. À midi, les haut-parleurs annoncèrent le début des présentations. Chaque participant devait d'abord montrer son cheval au pas, puis exécuter une série de figures libres démontrant le niveau de dressage de l'animal. Les cavaliers se succédèrent dans l'arène, vêtus d'uniformes traditionnels impeccables, montés sur des chevaux magnifiquement harnachés. Leurs prestations, techniquement parfaites, arrachèrent des applaudissements nourris à la foule élégante. Puis vint le tour d'Émile. Quand son nom fut annoncé, un murmure parcourut les gradins. Le garçon avait acquis une notoriété qui dépassait largement les frontières de Caen. Et maintenant, Émile Rousseau et le percheron Tonnerre. Émile s'avança vers l'entrée de l'arène, Tonnerre le suivant librement. Le contraste était saisissant. Tous les autres concurrents étaient entrés en selle, les rênes fermement tenues. Lui marchait simplement à côté de son cheval, sans aucun équipement de contrôle visible. C'est alors que le premier incident se produisit. À peine avait-il franchi la porte que des pétards éclatèrent soudainement à proximité, produisant des détonations semblables à des tirs. Tonnerre se cabra violemment, les yeux exorbités par la terreur soudaine. La foule retint son souffle, s'attendant à voir le cheval s'emballer et peut-être blesser le garçon. Mais Émile ne recula pas. Se plaçant directement devant Tonnerre, il posa une main ferme sur son museau et murmura quelque chose à son oreille. Ce qui suivit stupéfia l'assistance. En quelques secondes, le gigantesque percheron se calma,
tremblant encore mais maîtrisé, ses yeux fixés sur ceux du garçon comme s'ils étaient deux seuls au monde. « Incroyable !» murmura quelqu'un dans les gradins. Reprenant sa position, Émile guida Tonnerre au centre de l'arène. Là, sans aucun ordre verbal audible, il commença une démonstration qui laissa les spectateurs bouche bée. Le cheval et l'enfant semblaient communiquer par télépathie, un simple mouvement du corps d'Émile. Parfois juste un regard. Et Tonnerre exécutait des figures de haute école, des voltes parfaites, des changements de pas, même un passage latéral que des dresseurs expérimentés mettaient des années à enseigner. Et tout cela sans selle, sans bride, sans cravache, juste une confiance absolue entre deux êtres. La démonstration touchait à sa fin quand un deuxième incident survint. Un chien de grande taille, visiblement lâché intentionnellement, surgit soudain dans l'arène, aboyant férocement en direction de Tonnerre. Dans les gradins, Mathieu repéra immédiatement l'origine de cette intrusion. Marcel Dufour, un concurrent connu pour ses méthodes peu scrupuleuses, refermait discrètement une porte latérale. Le chien fonçait droit sur Tonnerre, croc dévoilé. Un cheval normal aurait paniqué, probablement blessé l'animal ou désarçonné son cavalier. La foule se leva, certains spectateurs criant d'effroi. Émile et Tonnerre échangèrent un regard. Le garçon fit un imperceptible signe de tête, et le percheron, au lieu de fuir, resta parfaitement immobile, regardant le chien avec une curiosité tranquille. Le chien, décontenancé par cette réaction inattendue, ralentit sa course, puis s'arrêta à quelques mètres, son aboiement agressif se transformant en jappement confus. Un applaudissement spontané éclata dans les tribunes, amplifié lorsqu'Émile s'inclina légèrement en guise de conclusion. Les juges, malgré leur réserve initiale, échangeaient des regards impressionnés. De retour à l'enclos, Émile fut accueilli par le comte d'Harcourt et docteur Moreau, tous deux rayonnants. « Extraordinaire !» s'exclama le comte. « Même les juges les plus sceptiques sont conquis. »« Ne célébrons pas trop vite », tempéra Émile. « Le concours n'est pas terminé. Il reste l'épreuve du parcours d'obstacles cet après-midi. » Marcel Dufour, furieux de l'échec de sa tentative de sabotage, traversa discrètement la foule jusqu'à Laurent Beaumont, assis dans une loge privée. « Le gamin et son cheval ont réussi malgré les pétards et le chien, » grommela-t-il. « Il a un contrôle sur cet animal que je n'ai jamais vu en 20 ans de carrière. » Beaumont sirotait tranquillement un verre de champagne, son visage impassible. « Peu importe, » répondit-il calmement. « Ils doivent encore affronter le parcours final. Et personne ne sait que j'ai fait remplacer une partie de l'équipement de la dernière barrière. Quand le cheval sautera, l'accident paraîtra complètement naturel. » Dufour esquissa un sourire mauvais. La barrière cédera au moindre impact, envoyant des éclats de bois dans tous les sens. Avec un peu de chance et du poids d'un percheron, ça pourrait être spectaculaire. Juste assez pour effrayer définitivement ce cheval, précisa Beaumont. Je ne veux pas le tuer, simplement le rendre à nouveau incontrôlable. Ce sera ma revanche parfaite. Voir ce garçon arrogant perdre son don spécial devant tout le monde. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Tonnerre, loin d'être simplement un animal dressé, avait développé une intelligence émotionnelle remarquable au contact d'Émile. Ensemble, ils avaient traversé leurs traumatismes respectifs, créant un lien que ni les bruits soudains, ni les peurs anciennes, ni les sabotages mesquins ne pourraient facilement briser. Quand Émile et Tonnerre complétèrent leur présentation impeccable, suscitant l'admiration même des juges les plus sceptiques, Marcel Dufour s'approcha discrètement de Laurent Beaumont dans les gradins, murmurant « Nous avons échoué avec les distractions mineures, mais ne vous inquiétez pas. Le gamin doit encore affronter le parcours final, et personne ne sait que j'ai remplacé une partie de l'équipement de la dernière barrière. Quand le cheval sautera, l'accident paraîtra complètement naturel. » Les paroles échangées entre Marcel Dufour et Laurent Beaumont flottèrent dans l'air comme un présage funeste. L'épreuve finale du concours allait bientôt commencer, et une atmosphère d'anticipation fébrile enveloppait le champ de compétition. Émile, inconscient du danger qui l'attendait, préparait Tonnerre pour le parcours d'obstacles qui clôturerait cette journée décisive. Le parcours final comprendra 8 obstacles de difficulté croissante, annonça le juge principal au micro. Les concurrents seront évalués sur la précision, la vitesse et l'élégance de leur exécution. Émile caressait l'encolure de Tonnerre, parlant doucement à son oreille, tandis que le percheron noir,
maintenant pleinement confiants après leur première démonstration réussie, frémissaient d'impatience. « Nous allons simplement faire comme à l'entraînement », murmura le garçon. « Rien que toi et moi, comme dans notre vallée. » Dans les gradins, le comte d'Harcourt observait avec une fierté à peine dissimulée. À ses côtés, le docteur Moreau scrutait attentivement le parcours, son regard s'attardant sur la dernière barrière. Pendant ce temps, Auguste circulait discrètement entre les écuries temporaires installées pour l'événement. Le vieux palefrenier avait remarqué l'agitation inhabituelle autour de Marcel Dufour et ses assistants. Quelque chose dans leur comportement éveillait sa méfiance. S'approchant d'une tente réservée aux participants, il entendit la voix de Dufour qui s'élevait, légèrement altérée par l'alcool. « Ce petit morveux va avoir la surprise de sa vie », se vantait-il auprès d'un complice. « La barrière spéciale que j'ai préparée pour le cheval du prodige va s'effondrer au moindre contact. Beaumont paiera généreusement pour ce spectacle. » Auguste sentit son sang se glacer. Il devait prévenir Émile immédiatement. Se précipitant vers l'arène, il chercha frénétiquement le comte d'Harcourt parmi la foule, mais l'aristocrate avait quitté sa place pour saluer quelques connaissances. Les premiers concurrents s'élançaient déjà sur le parcours. Émile serait le dernier à passer, honneur réservé aux favoris du public. Le temps pressait. Prenant une décision désespérée, Auguste marcha droit vers le groupe de concurrents qui attendaient à leur tour et pointa un doigt accusateur vers Marcel Dufour. « Cet homme a saboté la dernière barrière », s'écria-t-il d'une voix forte qui attira immédiatement l'attention. « Il veut provoquer un accident. » Dufour pâlit avant de se ressaisir. « Ce vieux fou est ivre », répliqua-t-il avec mépris. « Quelqu'un devrait le faire sortir. »« Je l'ai entendu se vanter du piège qu'il a préparé », insista Auguste, s'adressant maintenant aux autres cavaliers. « Il a truqué l'obstacle pour qu'il s'effondre. » Une bousculade s'ensuivit. Deux acolytes de Dufour tentèrent d'entraîner Auguste à l'écart, mais d'autres concurrents s'interposèrent. Une altercation éclata, attirant l'attention des spectateurs qui détournèrent leur regard du parcours pour observer ce nouveau drame. Dans l'arène, Émile et Tonnerre avaient commencé leur démonstration, ignorant le tumulte grandissant. Le garçon, juché sur le dos nu du percheron, guidait l'animal avec d'imperceptibles pressions des jambes et des murmures à peine audibles. Les premiers obstacles furent franchis avec une grâce stupéfiante. Tonnerre s'élevait au-dessus des barrières comme s'il volait, son immense corps noir décrivant des courbes parfaites dans les airs. La foule, momentanément distraite par l'altercation, reporta son attention sur cette performance extraordinaire. À mi-parcours, Émile perçut l'agitation inhabituelle près de l'entrée des concurrents. Des cris s'élevaient, des gardes de sécurité accouraient. Il sentit immédiatement Tonnerre se tendre sous lui, l'animal percevant son inquiétude soudaine. « Tout va bien », murmura-t-il, s'efforçant de calmer sa propre anxiété pour ne pas la transmettre à son compagnon. « Concentre-toi sur ma voix, rien d'autre. » Ils abordaient maintenant l'avant-dernier obstacle, une combinaison complexe de deux sauts rapprochés. Tonnerre le franchit impeccablement, arrachant des applaudissements nourris. Devant eux se dressait la dernière barrière, un obstacle imposant, plus haut que les précédents, décoré de fleurs et de banderoles aux couleurs de la Normandie. Émile observa la structure avec attention, ralentissant légèrement leur approche. Quelque chose n'allait pas. Son instinct, aiguisé par des mois de travail minutieux avec des chevaux traumatisés, lui signalait un danger. Était-ce la façon dont les poteaux semblaient légèrement inclinés, ou peut-être les supports de la barre supérieure qui paraissaient trop fragiles pour une telle hauteur? En une fraction de seconde, Émile dut prendre une décision cruciale. S'il franchissait cet obstacle douteux, il risquait un accident grave. S'il l'évitait, il serait disqualifié, perdant toute chance de remporter ce concours pour lequel il s'était tant préparé. La réponse lui vint avec une clarté cristalline. Aucune victoire ne valait la sécurité de Tonnerre. D'une légère pression de ses jambes, Émile guida le percheron non pas vers l'obstacle, mais autour de celui-ci, contournant complètement la barrière dans un mouvement délibéré qui provoqua un murmure de stupéfaction dans l'assistance. Des sifflets de déception se mêlèrent à des cris de confusion. Les juges se levèrent, incertains de la façon d'interpréter cette action inattendue. Émile conduisit Tonnerre au centre de l'arène et s'inclina respectueusement devant le jury,
acceptant silencieusement sa disqualification. C'est alors que l'impensable se produisit. Sans qu'aucun cheval ne l'ait touché, la dernière barrière s'effondra soudainement dans un craquement sinistre, les poteaux se brisant net à leur base, révélant des encoches sciées aux 3/4 de leur épaisseur. Un silence de mort tomba sur l'arène, suivi d'un grondement d'indignation. La preuve du sabotage était là, visible de tous. Si Émile et Tonnerre avaient tenté de franchir cet obstacle, ils auraient été victimes d'un accident potentiellement fatal. « Arrêtez cet homme !» Le cri venait du comte d'Harcourt qui pointait Marcel Dufour tentant discrètement de quitter les lieux. Des gardes se précipitèrent, tandis que le public se levait en masse, comprenant enfin la gravité de ce qui venait de se passer. Les juges et officiels envahirent l'arène. La compétition fut immédiatement suspendue. Émile, toujours sur le dos de Tonnerre, semblait étrangement calme au milieu de cette tempête. « Comment as-tu su ?» lui demanda le docteur Moreau qui s'était précipité à ses côtés. « Je ne savais pas avec certitude », répondit Émile en caressant l'encolure de Tonnerre. « Mais quand on a survécu à une guerre, on développe un instinct pour le danger. » Et puis Tonnerre aussi l'a senti. Il a hésité légèrement à l'approche, ce qu'il ne fait jamais sans raison. Laurent Beaumont, comprenant que son plan avait échoué et que des accusations graves allaient être portées, tentait de s'esquiver discrètement. Mais le comte d'Harcourt l'intercepta avant qu'il n'atteigne sa voiture. « Vous auriez vraiment tenté de tuer un enfant pour satisfaire votre orgueil blessé ?» demanda-t-il, le regard brillant d'une fureur contenue. Beaumont, acculé, tenta de se défendre. « Je n'ai rien à voir avec cet accident. C'est Dufour qui… » Il fut interrompu par l'arrivée de Marcel Dufour, encadré par 2 gardes. L'homme, voyant Beaumont tenter de se distancer, laissa éclater sa colère. « Vous m'avez payé pour ça !» hurla-t-il. 5 000 francs pour donner une leçon au garçon et à son cheval. J'ai les lettres, j'ai les preuves. Des journalistes, flairant le scandale, se précipitèrent, notant frénétiquement chaque mot de cette confession impromptue. Des photographes immortalisaient la scène qui ferait la une des journaux le lendemain. Pendant ce temps, Émile avait ramené Tonnerre à son enclos temporaire. Loin de l'agitation, il démêlait doucement la crinière du percheron qui semblait comprendre la gravité de ce qu'il venait d'éviter. « Tu savais, n'est-ce pas ?» murmura le garçon. « Tu as senti le danger avant même que je ne le remarque. » Tonnerre frotta doucement son museau contre la joue d'Émile, un geste de tendresse qui en disait plus long que tous les mots. Le comte d'Harcourt les rejoignit, accompagné du maire de Caen qui avait assisté à toute la scène. « Jeune homme, » déclara solennellement l'édile, « tu as fait preuve aujourd'hui d'un courage et d'une intégrité exceptionnels. Renoncer à la victoire pour protéger ton animal démontre une noblesse de caractère que beaucoup d'adultes devraient en prendre en exemple. » Émile accepta ces compliments avec une modestie naturelle, plus préoccupé par le bien-être de Tonnerre que par les éloges. La nouvelle de la tentative de sabotage se répandit comme une traînée de poudre dans la région. Dès le lendemain, les journaux locaux titraient sur l'héroïque intuition du jeune prodige équestre et scandale au concours, la cupidité démasquée par le courage d'un enfant. Une enquête officielle fut immédiatement ouverte, révélant non seulement l'implication de Beaumont dans cette affaire, mais également d'autres malversations dans ses affaires. Son empire commercial, déjà fragilisé par les scandales précédents, ne survivrait pas à cette nouvelle tempête. Quant à Émile, cette épreuve avait révélé quelque chose d'important. Sa connexion avec Tonnerre transcendait le simple dressage. Ils avaient développé une communication intuitive, une confiance mutuelle qui leur avait probablement sauvé la vie. Ce soir-là, alors qu'Émile tentait de comprendre tout ce qui s'était passé, un messager officiel arriva au manoir d'Harcourt, remettant une lettre scellée portant le blason de la mairie de Caen. À l'intérieur, un document qui changerait à jamais le cours de sa vie. Le maire Girard, profondément touché par les événements de la journée, avait officiellement lancé la procédure pour que Madame Clémence devienne la tutrice légale d'Émile, donnant à l'orphelin, pour la première fois depuis la guerre, quelque chose qu'il osait à peine rêver, une famille. Le scandale du concours équestre éclaboussa la Normandie entière. Les journaux de Caen aux plus grandes publications parisiennes relatèrent l'histoire du complot Beaumont et du jeune héros équestre. L'enquête officielle progressait rapidement,
révélant chaque jour de nouvelles preuves accablantes contre Laurent Beaumont. « Regardez, Émile », annonça fièrement Madame Clémence en dépliant le journal de Normandie sur la table du petit-déjeuner. « Ils ont publié votre photographie en première page. » Le garçon jeta un coup d'œil à l'image qui le montrait aux côtés de Tonnerre, son bras protecteur entourant l'encolure du percheron. Le titre proclamait en caractères gras « Tentative de sabotage dévoilée. Le jeune qui choisit l'honneur plutôt que la victoire. » J'aurais préféré qu'il parle moins de moi et davantage de Tonnerre, murmura Émile, embarrassé par cette soudaine célébrité. Une semaine après l'incident, Émile fut convoqué au bureau du maire pour une cérémonie intime mais officielle. Dans la pièce solennelle aux boiseries anciennes, Madame Clémence, tremblante d'émotion, signa les documents qui faisaient d'elle la tutrice légale d'Émile. « Par ces actes, déclara le maire Girard, nous réparons une petite partie de ce que la guerre nous a pris. Cet enfant aura désormais un foyer, comme tous les enfants le méritent. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Émile contempla longuement le médaillon contenant la photographie de ses parents. Des sentiments contradictoires l'assaillaient, une joie profonde d'avoir trouvé une nouvelle famille, mêlée à une culpabilité lancinante, comme s'il trahissait la mémoire de ceux qu'il avait perdus. « Est-ce que je vous oublie ?» chuchota-t-il à l'image silencieuse. « Est-ce que j'ai le droit d'être heureux sans vous ?» Il s'endormit, les joues humides de larmes, le médaillon serré contre son cœur. Le comte d'Harcourt, avec sa perspicacité habituelle, perçut ce trouble. Le lendemain, il trouva Émile aux écuries, brossant mécaniquement Tonnerre, le regard absent. « La mémoire d'eux ne diminue pas parce que tu as trouvé un nouveau foyer, mon jeune ami, » dit-il doucement, s'appuyant sur sa canne. « Nos cœurs ne sont pas des vases qui se remplissent et débordent. Ils sont comme des maisons qui peuvent toujours ajouter une pièce supplémentaire. » Émile leva des yeux rougis vers le vieil homme. « J'aimerais pouvoir leur dire au revoir correctement. Je n'ai jamais revu notre maison après cette nuit-là. » Le comte hocha gravement la tête. « Peut-être est-il temps. » Le jour suivant, une petite procession quitta le domaine d'Harcourt. Le comte, dans sa voiture, suivi d'Émile montant Tonnerre, et Madame Clémence dans une charrette conduite par Auguste. Ils traversèrent Caen jusqu'à un quartier encore marqué par les cicatrices de la guerre, où des maisons reconstruites côtoyèrent des ruines figées dans le temps. Émile mit pied à terre devant ce qui avait été la maison familiale des Rousseau. Seules quelques sections de murs tenaient encore debout, entourant un amas de gravats colonisés par des herbes sauvages. Le cœur battant douloureusement, il franchit ce qui avait été le seuil de son enfance. Madame Clémence et le comte restèrent en retrait, comprenant l'importance de ce moment. Tonnerre, cependant, suivit Émile, comme s'il percevait son besoin de soutien. Le garçon avança parmi les débris, des souvenirs fragmentés remontant à la surface de sa conscience. Ici se trouvait la table où son père corrigeait ses cahiers d'école. Là était la cheminée devant laquelle sa mère jouait du violon les soirs d'hiver. Un rayon de soleil perçant entre les nuages illumina soudain un objet partiellement dissimulé sous une poutre effondrée. Émile s'agenouilla, écartant délicatement les débris. Ses mains tremblèrent en reconnaissant l'étui à violon de sa mère, miraculeusement préservé malgré l'effondrement. « Maman », murmura-t-il, ouvrant précautionneusement l'étui. L'instrument était là, endommagé mais reconnaissable. Une fissure courait le long de la caisse de résonance, et seules 2 cordes restaient intactes. Émile caressa doucement le bois patiné, les souvenirs déferlant comme une vague irrépressible. Ce fut alors, au milieu des ruines de son passé, qu'Émile s'autorisa enfin à pleurer véritablement, non plus les larmes furtives et silencieuses de l'enfant qui craignait de montrer sa faiblesse, mais les sanglots profonds et libérateurs de celui qui commence à accepter sa perte. Tonnerre s'approcha, pressant délicatement son museau contre l'épaule du garçon. Émile s'agrippa à l'encolure du cheval, pleurant contre son poil chaud, tandis que Madame Clémence les rejoignait, l'enveloppant dans une étreinte maternelle. « Laisse sortir ta peine, mon petit », murmura-t-elle. Les larmes sont le langage que le cœur parle quand les mots ne suffisent plus. Le violon endommagé devint un lien tangible avec son passé. De retour au manoir, Émile demanda timidement au comte s'il connaissait quelqu'un capable de restaurer l'instrument.
Monsieur Leblanc, le luthier de Caen, est un artisan exceptionnel, répondit le comte. Je lui confierai personnellement ce trésor. Dans les semaines qui suivirent, une étrange rumeur commença à circuler dans la région. Un garçon capable de guérir les chevaux traumatisés. Des fermiers de villages voisins se présentèrent au domaine d'Harcourt, amenant des animaux jugés irrécupérables. 3 éleveurs de Bretagne sont arrivés aujourd'hui, annonça le docteur Moreau un matin, chacun avec un cheval impossible. Tous ont spécifiquement demandé à te voir. Émile, d'abord intimidé par ces sollicitations, découvrit rapidement que les méthodes développées avec Tonnerre pouvaient s'appliquer à d'autres cas. Sa réputation grandit, attirant l'attention de propriétaires de plus en plus lointains. Le comte d'Harcourt observait attentivement ce phénomène, notant la façon dont Émile adaptait intuitivement son approche à chaque animal. Un jour, il assista à une séance particulièrement impressionnante où le garçon transforma en quelques minutes le comportement d'un cheval réputé agressif, utilisant uniquement sa voix et sa présence. Ce soir-là, pendant le dîner, le comte déposa sur la table plusieurs rouleaux de papier qu'il déploya soigneusement. « J'ai longuement réfléchi à ton avenir, Émile, » commença-t-il. « Ce que tu fais avec ces chevaux n'est pas simplement du dressage. C'est une forme de guérison que peu de gens comprennent. » Les plans révélaient un ensemble de bâtiments harmonieusement intégrés dans le paysage. Écuries spacieuses, paddocks circulaires, sentiers thérapeutiques serpentant à travers bois et prairies. Je propose de transformer la partie orientale de mes terres en un centre spécialisé pour chevaux traumatisés, poursuivit le comte. Un lieu où tes méthodes pourraient être développées et enseignées à d'autres. Émile contempla les dessins, stupéfait. Monsieur le comte, j'ai seulement 12 ans. Comment pourrais-je diriger un tel établissement? Tu fourniras le cœur et le savoir, répondit le vieil homme avec un sourire. Je fournirai la structure et l'expérience. Ensemble, nous créerons quelque chose d'unique en France. Cette proposition inattendue plongea Émile dans une profonde réflexion. Était-il prêt pour une telle responsabilité? Avait-il réellement quelque chose à offrir, ou n'était-ce qu'un talent passager qui s'évanouirait avec le temps? Le lendemain, au crépuscule, il monta Tonnerre jusqu'au petit vallon avec ruisseau que le comte avait mentionné comme emplacement potentiel pour le centre. L'endroit était paisible, protégé des vents dominants par une ligne de collines douces, avec suffisamment d'espace ouvert pour des paddocks tout en conservant des zones boisées, offrant ombre et refuge. Descendant de sa monture, Émile s'assit dans l'herbe tendre à côté de Tonnerre, partageant ses doutes comme il l'aurait fait avec un ami humain. « Je ne suis qu'un enfant », murmura-t-il. « Et si ce don n'était qu'une illusion? Si je décevais tous ces gens qui croient en moi ?» Tonnerre l'écoutait attentivement, ses grandes oreilles pivotant au rythme des paroles du garçon. Puis, dans un geste que Madame Clémence qualifierait plus tard de « preuve divine », le grand cheval noir poussa doucement Émile avec son museau, le guidant vers le ruisseau. Le garçon se pencha au-dessus de l'eau claire. Les derniers rayons du soleil couchant se reflétaient sur la surface ondulante, créant des motifs lumineux étrangement familiers. Ces formes rappelaient irrésistiblement à Émile les ondulations sonores dessinées dans les livres de musique de sa mère, ces illustrations qui montraient comment les vibrations créaient l'harmonie. Une révélation le frappa. Son travail avec les chevaux n'était pas si différent de la musique que jouait sa mère. Il s'agissait de trouver la fréquence juste, la vibration qui résonnait avec l'âme blessée de l'animal. Ce n'était pas un tour de magie ni une technique apprise, mais une forme de communion profonde, un langage au-delà des mots. Pendant qu'Émile contemplait cette épiphanie, à plusieurs kilomètres de là, Monsieur Leblanc, le luthier, terminait la restauration du violon de sa mère. Ses doigts experts avaient réparé la caisse de résonance, remplacé les cordes manquantes, poli le bois jusqu'à lui rendre son lustre d'antan. « Voilà un instrument avec une âme », murmura-t-il en le plaçant délicatement dans son étui. Il a survécu pour une raison. De retour au manoir, Émile trouva le comte dans son bureau, les plans du futur centre équestre étalés devant lui. « J'accepte votre proposition », déclara simplement le garçon. « Je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais je veux essayer. » Le vieil homme sourit, une lueur de fierté dans le regard. « Je n'en ai jamais douté. Nous commencerons les travaux dès la semaine prochaine. » Cette nuit-là,
alors que le soleil disparaissait à l'horizon normand. Émile comprit que son voyage avec Tonnerre n'avait jamais été simplement une histoire de guérison d'un cheval traumatisé. C'était l'histoire de deux âmes brisées, trouvant un sens l'une dans l'autre. Et maintenant, avec le violon endommagé de sa mère soigneusement restauré par l'artisan du village et les plans du centre équestre Tonnerre étalés sur la table du comte d'Harcourt, une nouvelle mélodie de possibilités commençait à se former, une qui honorerait à la fois son douloureux passé et son avenir inattendu. 5 années s'écoulèrent comme un souffle sur les collines normandes. Les saisons se succédèrent, transformant progressivement le domaine d'Harcourt et son jeune protégé. Émile, désormais un jeune homme de 16 ans, avait grandi en taille et en sagesse, alliant l'éducation formelle de l'école d'équitation à l'intuition développée auprès de Tonnerre. Le centre équestre Tonnerre était devenu une réalité qui dépassait les espérances initiales du comte. Ce qui avait commencé comme un simple projet s'était transformé en un établissement respecté, attirant des chevaux traumatisés de toute l'Europe et des spécialistes venus étudier les méthodes révolutionnaires qui y étaient pratiquées. Par un matin d'avril lumineux, Émile se tenait au centre du manège principal, observant un groupe de vétérinaires qui prenaient des notes pendant qu'il expliquait sa philosophie. L'approche traditionnelle considère la peur comme une désobéissance à corriger, expliquait-il d'une voix posée qui avait mûri avec les années. Nous la voyons comme un langage à comprendre. Chaque comportement, même le plus violent, est une tentative de communication. Pour illustrer son propos, il fit un léger signe de la main. Tonnerre, magnifique malgré les marques grisonnantes qui parsemaient désormais son museau, entra dans le manège sans aucune bride ni licol. L'imposant percheron s'approcha tranquillement, s'arrêtant près d'Émile dans une synchronisation parfaite. « Tonnerre n'est pas simplement mon premier patient », poursuivit Émile en caressant l'encolure luisante. « Il est mon professeur et mon partenaire. Chaque méthode que nous développons ici commence par une question simple. Comment Tonnerre réagirait-il ? » Dans la maison principale, Madame Clémence, énergique malgré ses années, montrait fièrement à des visiteurs un épais album de coupures de presse documentant l'évolution du centre et les succès d'Émile. « Regardez celui-ci », disait-elle, pointant un article titré « Le chuchoteur de Caen transforme l'approche équestre française ». Notre Émile n'avait que 14 ans quand ils ont écrit cela. Maintenant, des gens viennent de toute l'Europe pour le consulter. Le comte d'Harcourt, considérablement affaibli par les années mais l'esprit toujours vif, observait cette scène depuis son fauteuil près de la fenêtre. L'âge avait courbé sa silhouette autrefois imposante, mais ses yeux conservaient leur acuité légendaire. Ce soir-là, il fit appeler Émile dans son bureau. La pièce, avec ses bibliothèques chargées d'ouvrages sur l'équitation et ses murs ornés de lithographies équestres, était devenue un sanctuaire de sagesse pour le jeune homme. « Assieds-toi, mon garçon », dit le comte, désignant le fauteuil face au sien. « Nous devons parler de l'avenir. » Émile obéit, remarquant avec inquiétude la pâleur du vieil homme et le léger tremblement de ses mains. « J'ai consulté mon notaire hier, » continua le comte sans préambule. « J'ai décidé de te léguer en testament le secteur de mes terres. Pas une fortune en hectares, mais cela inclut le vallon avec le ruisseau que Tonnerre affectionne tant. » Émile, stupéfait, tenta de protester. « Monsieur le comte, je ne peux accepter. » « Ce n'est pas de la charité, jeune Rousseau, » interrompit fermement l'aristocrate. « C'est un investissement dans l'avenir de la tradition équestre normande. Tu possèdes quelque chose qui ne peut être ni acheté ni enseigné. » Avant qu'Émile ne puisse répondre, on frappa à la porte. Auguste entra, l'air préoccupé. « Pardonnez l'interruption, monsieur le comte, mais le docteur Moreau vient d'arriver avec un cas urgent, un cheval gravement traumatisé qui nécessite l'attention immédiate d'Émile. » Dans la cour principale, un van de transport équin attendait, entouré de plusieurs hommes à l'air tendu. À l'intérieur, on percevait des bruits de coups et des hennissements de détresse. « Que s'est-il passé ?» demanda Émile en s'approchant prudemment. « Un incendie catastrophique dans les écuries du baron de Merval, » expliqua le docteur Moreau. « Ce pur sang arabe, Étoile, est le seul survivant. Son propriétaire est mort en tentant de sauver les autres chevaux. L'animal refuse de sortir du van, » ajouta l'un des hommes. « Il attaque quiconque tente de l'approcher. Nous avons essayé les tranquillisants, mais rien ne fonctionne. » Émile s'approcha lentement de l'arrière du véhicule. Par l'ouverture, il distingua une forme blanche tremblante,
des yeux exorbités par la terreur et des cicatrices rosâtres sur les flancs de l'animal. La vue de ce cheval traumatisé réveilla en Émile des souvenirs douloureux. L'image de Tonnerre lors de leur première rencontre, mais aussi les flashbacks de sa propre expérience pendant le bombardement. Pendant un instant, il se sentit submergé par ses émotions, doutant soudain de sa capacité à aider cet animal brisé. Comme s'il percevait son trouble, Tonnerre s'approcha, se plaçant protectivement à ses côtés. Ce fut un moment extraordinaire que tous les présents remarquèrent. 3 êtres traumatisés connectés dans un triangle de souffrance partagée. Émile, Tonnerre et le nouvel arrivant, Étoile. « Laissez-nous » murmura Émile aux hommes qui s'écartèrent respectueusement. Il ne tenta pas d'approcher immédiatement le cheval terrifié. Au lieu de cela, il s'assit simplement sur un ballot de paille à quelques mètres de l'ouverture du van, Tonnerre paisiblement à ses côtés. Puis, dans un geste qui surprit les observateurs, il sortit de sa poche le petit étui qui contenait le violon restauré de sa mère. Les premières notes hésitantes s'élevèrent dans l'air du soir. Une simple berceuse normande que sa mère lui jouait autrefois. Émile n'était pas virtuose, mais les années de pratique patiente lui avaient permis de retrouver ces mélodies simples qui étaient devenues partie intégrante de son approche thérapeutique. Dans le van, les mouvements frénétiques d'Étoile ralentirent progressivement. Les oreilles du cheval, auparavant plaquées en arrière en signe d'agressivité, pivotèrent vers la source de la musique. Pendant 3 jours, Émile maintint cette routine, s'asseoir près du van sans tenter d'approcher, jouer du violon pendant 1 heure exactement, puis se retirer. Tonnerre l'accompagnait toujours, sa présence stable semblant offrir un modèle de confiance au cheval traumatisé. Le 4e jour, un progrès significatif se produisit. Alors qu'Émile terminait une mélodie particulièrement douce, Étoile avança timidement son museau vers l'ouverture du van. Avec une patience infinie, le jeune homme tendit une main contenant un peu d'eau fraîche. Le cheval arabe, après une longue hésitation, s'avança suffisamment pour boire dans sa paume. « C'est un début », murmura Émile à Tonnerre. Il commence à faire confiance. Dans les semaines qui suivirent, le centre équestre Tonnerre se prépara à célébrer son 5e anniversaire. Des invitations furent envoyées aux autorités locales, aux spécialistes équestres, et même à d'anciens détracteurs désormais convertis aux méthodes d'Émile. Le jeune homme, cependant, était plus préoccupé par les progrès d'Étoile que par les festivités à venir. Le cheval arabe représentait son défi le plus complexe depuis Tonnerre. Les cicatrices psychologiques de l'animal étaient profondes, son comportement alternant entre des périodes de calme apparent et des crises de panique dévastatrices. « Il me rappelle où j'en étais il y a 5 ans », confia Émile au docteur Moreau. « Parfois, la guérison n'est pas linéaire. Elle avance, recule, stagne, puis fait un bond inattendu. » Le jour de la célébration arriva, baigné dans la lumière dorée d'un été normand. Le domaine avait été décoré avec sobriété mais élégance, reflétant la philosophie du centre, fonctionnalité, respect et harmonie naturelle. Le point culminant de l'événement devait être une démonstration des méthodes développées au centre, avec une présentation spéciale d'Émile et Tonnerre. Personne, cependant, ne s'attendait à ce qui allait se produire. Lorsqu'Émile entra dans l'arène principale, monté sur Tonnerre sans selle ni bride, un murmure d'admiration parcourut l'assistance. L'harmonie entre l'homme et l'animal était saisissante. Ils se déplaçaient comme une seule entité, communiquant par des signaux imperceptibles pour les observateurs. Ils exécutèrent une série de figures complexes, entrecoupées de moments où Tonnerre semblait agir de sa propre initiative, Émile s'adaptant instantanément à ces mouvements. Ce n'était pas une démonstration de contrôle, mais de partenariat. Puis, Émile fit quelque chose d'inattendu. Descendant gracieusement de Tonnerre, il sortit son violon et commença à jouer au centre de l'arène, tandis que le percheron noir circulait librement autour de lui. Les notes s'élevèrent, claires et émouvantes, racontant sans parole l'histoire de 2 êtres brisés par la guerre qui s'étaient reconstruits ensemble. La mélodie, composée par Émile lui-même, mêlait des fragments des berceuses de sa mère à des thèmes originaux évoquant leur parcours partagé. C'est alors que le miracle se produisit. Étoile, qui avait été maintenue à l'écart des festivités en raison de son instabilité, brisa soudainement la barrière de son paddock et galopa vers l'arène. Des cris d'alarme s'élevèrent parmi les spectateurs.
certains craignant une catastrophe imminente. Mais au lieu de paniquer ou d'attaquer, le cheval arabe ralentit en approchant de l'entrée, puis s'avança calmement dans l'arène, attiré irrésistiblement par la musique. Dans un silence stupéfait, l'assistance vit Étoile rejoindre Tonnerre, formant un cercle autour d'Émile qui continuait à jouer, ses yeux fermés en profonde concentration. Pendant quelques minutes intemporelles, les trois figures formèrent un tableau vivant d'une beauté saisissante. Le jeune homme au centre, jouant du violon, entouré de deux chevaux qui incarnaient des chapitres différents de son histoire personnelle, l'un noir, l'autre blanc. L'un représentant son passé, l'autre son avenir, tous deux autrefois considérés comme irrécupérables, désormais symboles vivants de transformation. Lorsque la musique s'arrêta, un silence respectueux plana sur l'assemblée avant qu'une ovation spontanée n'éclate, plusieurs spectateurs essuyant discrètement des larmes. Plus tard ce jour-là, une nouvelle plaque de bois sculptée fut dévoilée à l'entrée du centre équestre Tonnerre. Elle citait Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et en dessous, en lettres plus petites, les mots qu'Émile murmurait à chaque nouvel animal traumatisé qui arrivait dans son sanctuaire. Ta douleur ne te définit pas. Ensemble, nous nous souviendrons de ce qu'est être libre.